je rappelle que le dernier cours que nous avons fait, donc ça concernait la sécurité des applications web. Bon, on avait parlé des concepts de base, notamment l'authentification stateful, stateless, quelles sont quelques failles de sécurité, notamment pour l'authentification stateful, notamment CSRF, Cross-Site Request Forgery. Donc voilà, on a beaucoup parlé des concepts de base sur JSON Web Token, les concepts de base, notamment de l'authentification stateless. Et voilà, donc maintenant aujourd'hui, je vais faire une démo pour voir comment utiliser Spring Security dans une application. Et donc ça serait pour moi l'occasion de vous rappeler, en fait, de faire une démo dans laquelle je vais essayer de faire une synthèse à nouveau donc, de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et bon, cette synthèse-là, donc on va la prendre comme modèle de l'activité pratique à réaliser donc pendant les séances qui viennent. Avant qu'on passe à la partie, avant qu'on passe à l'étude des frameworks Angular, parce qu'en fait, il y a encore une partie qui concerne le rendu HTML côté client, notamment avec le framework Angular. Donc on aura l'occasion de faire un cours là-dessus. On aura l'occasion de travailler sur des applications encore plus consistantes, c'est-à-dire sur cette dernière partie. Alors pour cela, donc en fait l'exemple, je vais prendre un exemple d'application. Donc dans cette démo, donc je vais vous montrer comment créer une simple application qui permet de gérer une entité. Donc on essaiera de créer des fonctionnalités basiques comme la recherche des produits, comme l'ajout, la suppression. J'aurai également l'occasion de vous montrer comment créer une page template en fait en utilisant TeamLeaf Layout. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire, et après on va regarder donc comment aussi faire la validation des formulaires, notamment quand on va saisir les données, comment faire la validation des formulaires, et puis la sécurité surtout, donc comment utiliser Spring Security pour sécuriser l'application. Donc dans notre cas, dans cet exemple là, on va utiliser donc TeamLeaf, c'est-à-dire on va utiliser un rendu HTML côté serveur, et donc on va utiliser l'authentification stateful, et nous allons voir comment sécuriser donc l'application en utilisant donc Spring Security. Et ça serait l'occasion de revenir sur les concepts de base qu'on avait travaillé la dernière fois. Voilà, donc je vais directement commencer par la création d'un projet. Donc je reprends pour la création du projet. Donc je vais d'abord créer un projet Spring. Alors on va l'appeler donc BDCC Inset Spring MVC. Alors ça c'est le projet. Donc on va utiliser un projet Maven Java 21 comme version de Java. Alors pour les dépendances, donc je répète, donc on aura besoin de Spring Web, on aura besoin d'utiliser Spring Data GPA, on aura besoin d'utiliser H2 Database dans un premier temps, et puis on va remplacer H2 par MySQL Database, et puis on va utiliser donc Lombok, on va utiliser un moteur de template qui est TeamLeaf, et on va utiliser Spring Validation pour la validation des formulaires, et puis Spring Security. Voilà, donc ça c'est les dépendances dont on aura besoin. Alors créer le projet dans une nouvelle fenêtre. Voilà, alors dans ce projet là, donc on va essayer de créer une application qui permet de gérer des produits. Bon, donc on regarde toujours un exemple simple. Donc je vais créer dans le package de base de l'application, je vais créer les sous-packages entities pour les entités. On va créer un package pour les repositories, et on va créer un package pour la couche web.
Alors, pour les entités, on va créer notre classe product. Alors, un produit est défini par son ID, long ID, par le nom du produit, par le prix qui est de type double, et par également la quantité qui est de type double aussi. Voilà, quantité. Alors ça c'est notre classe entité. Alors pour que ce soit une entité GPA, donc on va utiliser la notation entity. Donc, je rappelle les annotations GPA, donc il y a ID pour l'identifiant, generated value pour bien sûr pour avoir un auto increment, et puis on aura besoin des annotations Lombok, notamment un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, les getters, setters, et on aura besoin de la méthode toString et de builder. Alors tout ça c'est les annotations Lombok. Donc je rappelle, tout ça c'est juste Lombok qui va ajouter donc un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres, les getters, les setters, une méthode toString et après un builder pour la construction des objets. On a déjà parlé de ça. Et puis donc pour la validation, alors ici pour la validation, on va supposer que le nom il est obligatoire. On va utiliser une annotation not empty, c'est-à-dire je n'accepte pas que le nom soit vide. Également, je vais utiliser la notation size. Par exemple, je voudrais que le nom ait minimum 3 caractères, par exemple, maximum 50. Donc ça c'est les annotations de validation. Ok. Donc Spring valide, enfin c'est-à-dire les annotations de validation que je vais utiliser pour faire la validation des entités. Alors par exemple le prix, je voudrais avoir un prix minimum de 0, c'est-à-dire je ne peux pas avoir des valeurs négatives, et aussi donc une quantité minimum de 1. Alors ici min 1 par exemple. Donc vous voyez, donc ça c'est les annotations de validation que je viens d'ajouter. Alors pour les repositories, donc je vais utiliser, donc je vais créer l'interface product repository basée sur Spring Data. Alors repository. Alors je vais renommer. Voilà. Alors pour travailler avec Spring Data, donc je rappelle qu'il faudrait hériter de l'interface GPA repository, et l'interface GPA repository donc bien sûr il utilise donc c'est une interface générique dans laquelle on va spécifier l'entité qu'on va gérer, et après le ID il est de type long, et c'est tout pour le moment. Et puis on va faire un premier test. Alors pour faire un premier test, on va vers notre application. Pour faire un traitement au démarrage de l'application, on va créer un bin command line runner. Donc on crée le bin command line runner qui va nous permettre d'exécuter des traitements au démarrage. Voilà. Quels sont les traitements qu'on va faire au démarrage? Donc j'ai besoin, donc ça j'appelle la méthode start si vous voulez. Et donc je vais injecter product repository. Voilà. Ici, on va ajouter quelques produits dans la base de données comme la dernière fois. Donc, save. Alors, c'est product. Je vais utiliser le builder.builder.build. Et puis, donc, comme j'utilise le builder, donc je vais spécifier name. Ici, computer. Price. Et quantité. Voilà, ça c'est pour le premier produit. Je vais ajouter un deuxième produit et un troisième. Voilà, ici printer. Et la quantité
ici smartphone. Voilà, donc ça c'est quelques produits que je vais ajouter dans la base de données. Puis donc je vais afficher. Donc je vais afficher quelques produits. Donc je vais utiliser find all, product repository find all, for each. Donc for each, pour chaque produit P, je vais afficher println p.string pour faire un peu, voilà, p.string. Alors pour faire le premier test, donc on va compléter la configuration de application properties avec d'abord quelle base de données qu'on va utiliser. Donc Spring Data Source URL. Alors pour le moment je vais utiliser JDBC H2 Database, Memory Database. On va l'appeler productsDB. Après donc Spring Data Source URL username. Alors ici donc je vais utiliser un utilisateur, Spring Data Source password, vide. Tout ça c'est H2 Database, donc par défaut donc je peux mettre les valeurs que je veux. Et puis donc je vous rappelle qu'avec Hibernate, donc la propriété GDBC DDL auto égale create ou update. Alors je rappelle que create, ça veut dire que chaque démarrage de l'application, il va écraser la base de données. Et update, donc si les tables existent déjà, il ne va pas les écraser. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire. Bon, avec H2 Database, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Mais après, quand vous allez utiliser donc bien sûr MySQL, vous aurez besoin de ces propriétés. Alors le port de l'application qu'on va utiliser 84 par exemple. Et puis je vais faire mon premier test. Donc j'exécute l'application. Et là ça me permet maintenant de rappeler la première partie que nous avons traitée, c'est Spring Data GPA. Alors si je vois ici le port il est occupé, donc je vais changer. Alors je vais mettre 94. Alors je rappelle également, donc là c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors je rappelle également que si vous avez un problème de Lombok, vous pouvez le régler notamment au niveau de POM XML. S'il ne reconnaît pas le builder et les constructeurs et tout ça. Alors je rappelle que la solution c'est d'ajouter la version. Alors ici j'ai pas ce problème, donc d'ajouter la version ici par exemple 1.18.36. Et la même version, vous allez l'ajouter ici dans le processeur, ici, annotation. Donc ça c'est pour les gens qui ont des soucis avec Lombok, ça dépend des versions que vous utilisez bien sûr de Java. Voilà, alors ça c'est le premier test à faire. Donc vous voyez, donc en quelques minutes, vous faites un premier test comme ça. Mais si vous voulez voir la base de données H2, vous allez faire localhost 94 slash h2 console. Alors sachant que je n'ai pas activé h2 console, donc je dois l'activer. Oui, ici donc pour l'activer, donc je vais utiliser Spring Data Source h2 console h2 console enabled true. Voilà. Je réexécute. Je pense même le H2 driver, monsieur. H2, non, en fait, par défaut, si vous utilisez ici l'URL, il connaît à partir de l'URL, il connaît le driver qu'il va utiliser. Donc, si on utilise par exemple MySQL, il va utiliser le driver de MySQL. Donc, il y a des valeurs par défaut, ça marche, pas de problème. Alors, donc, pour regarder donc la base de données, on va utiliser H2 console. Mais après, vous allez voir, il y a la sécurité. Parce qu'en fait, nous avons utilisé Spring Security. Et par défaut, Spring Security, il oblige toujours de passer par une opération d'authentification. Donc, toutes les opérations nécessitent une authentification. Alors, par défaut, Spring Security utilise en fait
un utilisateur user et un mot de passe qui est généré ici. Alors, vous pouvez tester avec, avec ce mot de passe là au début. Donc, user, password. Alors, ici, donc, ça vous permet de faire, si vous voulez, c'est-à-dire vous avez une sécurité par défaut. Mais cette sécurité-là, bien sûr, tout à l'heure, on va la redéfinir. Mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver la sécurité, Spring Security. Et comme ça, à la fin, on va voir comment l'activer. Alors, c'est ce que je vais faire. Pour désactiver le Spring Security, l'une des solutions, c'est de le faire ici directement dans l'application. Donc, la notation Spring Boot Application. Il y a Exclude. Alors, si vous mettez Exclude, vous avez ici donc Spring Security. Alors, attendez. Alors, Exclude. Donc, c'est Spring Security config, autoconfig. Alors, Spring Security. Auto configuration. Voilà. Ça, je vais pas l'activer. Donc, security auto configuration. Donc, c'est comme si vous demandez à Spring Boot au démarrage. Ce n'est pas la peine d'appliquer c'est-à-dire de... Parce que qu'est-ce qu'il fait Spring Boot généralement? Il regarde les dépendances. Alors, par exemple, ici, donc je vois dans les dépendances, il trouve Spring Data GPA, donc il applique la configuration par défaut de GPA. Il trouve Spring Security, il applique la configuration par défaut de Spring Security. Il utilise TeamLeaf, la configuration par défaut. Donc, toutes les dépendances qu'il trouve dans POM XML, et au démarrage, il applique la configuration par défaut. Alors, moi, ce que je vais lui dire, donc je vais lui dire de ne pas prendre en considération c'est-à-dire Spring Security. Et bien, c'est pour cela que je fais ça ici. Voilà. Alors ça c'est juste, on va la désactiver momentanément. Et après on va revenir pour voir comment traiter la sécurité. Alors maintenant donc si vous faites H2 console, en principe il va pas vous obliger à passer par l'authentification. Voilà. Alors c'est product DB, donc je vais agrandir un peu ça. Ça va, vous arrivez à me suivre? C'est bon, il n'y a pas de souci? Oui, monsieur, ça va. Voilà. Il n'y a pas de souci, ça va. Ok. Alors jusqu'à présent, je suis juste en train de refaire la démo que j'ai déjà faite avant. Mais pour moi, c'est une révision, c'est un peu une synthèse. Donc vous voyez, donc il y a les données sont dans la base, il n'y a pas de problème. Alors ce qu'on va faire, c'est on va essayer donc de passer à la partie web. Alors pour la partie web, donc je vais créer un contrôleur ici que je vais appeler product controller. Alors c'est un contrôleur, donc je vais utiliser contrôleur. Alors dans mon contrôleur, j'ai besoin d'utiliser voilà. Alors j'ai besoin d'utiliser product repository. Alors l'injection des dépendances, donc je vais utiliser pour l'injection des dépendances, je vais utiliser Hotwired, mais je vous rappelle que la meilleure façon pour faire l'injection des dépendances au lieu d'utiliser Hotwire, c'est quoi? Le constructeur. Le constructeur, c'est-à-dire un constructeur avec paramètres, ça permet de faire l'injection des dépendances. Ça généralement, c'est la solution la plus préférée. Mais ici donc Hotwire, ça marche également. Alors ici donc j'ai je vais créer une seule page ici qui permet de retourner un string. La méthode on va l'appeler un index et cette méthode là va nous retourner une page qu'on va appeler products comme ça.
Alors ici, pour accéder à cette méthode, on va utiliser getMapping / index. C'est-à-dire quand j'utilise une requête HTTP avec get, avec /index, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Et cette méthode va me retourner une page qui s'appelle product.html. Alors ici donc dans mes templates, c'est-à-dire parce qu'ici on utilise TeamLeaf. Donc vous voyez donc il applique la configuration par défaut basée sur TeamLeaf. Donc je vais créer une page HTML que je vais appeler products HTML. Et voilà, ici donc ça c'est products. Ici on va mettre un test. Et vous faites un premier test. Et après on va essayer d'afficher la liste des produits et on y va. Comme ça, c'est comme ça qu'on va faire. Alors ici donc si je tape localhost 8094 /index, je vois ici donc ma page qui s'affiche. Alors pour moi, je veux afficher la liste des produits. Donc c'est-à-dire je reviens ici. Ben, je vais d'abord utiliser product repository find all. .find all, ce qui me permet de retourner une liste de produits. Et après cette liste là, je vais la stocker dans le modèle. Donc ici je vais utiliser le modèle de Spring MVC. Voilà, modèle. Et je vais ajouter directement dans le modèle avec add attribute. Je vais ajouter une liste product list dans lequel je vais ajouter les produits. Et après je reviens vers la page product. Alors maintenant dans product je vais utiliser TeamLeaf. Ici pour utiliser TeamLeaf, donc je vous rappelle qu'on va utiliser XML NS. Je déclare le namespace de TeamLeaf avec le préfixe que je vais appeler th. Ici c'est http localhost plutôt www.teamleaf.org. Et comme ça donc je vais ici afficher je vais créer un div dans lequel je fais un table thead th. Donc je vais afficher les informations sur le produit, donc ID, name, désignation, name plutôt price, quantité. Voilà. Alors quantité, puis donc ici donc tbody. Alors tbody. Et dans lequel je vais mettre plusieurs tr. Ici donc je vais faire une boucle avec TeamLeaf en utilisant th each. Alors th each pour chaque produit P, je vais chercher dans le modèle product list. Donc je vois bien ici donc dans le modèle j'ai une liste de produits qui s'appelle product list. Bon, je vais chercher chaque produit de cette liste, je vais afficher dans DTD en utilisant th text. Ici, je vais utiliser p.id et je vais faire la même chose pour afficher les autres. Je vais afficher name, je vais afficher price, je vais afficher quantité. Voilà. Et je vais regarder ce que j'ai ici. Si je fais actualiser, je vois bien la liste des produits. Alors ici donc je vais utiliser Bootstrap. Pour cela j'ai besoin de chercher la dépendance WebJars, Bootstrap, Maven Dependency. C'est la façon la plus simple si vous voulez. Et cette dépendance je vais l'ajouter dans POM.xml. Actualiser. Et directement je reviens vers la page. Et je vais faire un link vers Bootstrap. Rel style sheet, le type texte CSS, href, c'est directement je vais chercher WebJars, il est là, et Bootstrap CSS, la version CSS, et après bootstrap.min.css. Voilà,
Ça c'est suffisant. Et donc ici, donc je vais utiliser une table Bootstrap, plutôt une classe Bootstrap qui est table. Et là, je vais faire une classe Bootstrap padding 3. Je vais faire un padding de 3. Et je vais regarder si Bootstrap est bien intégré à mon application. Donc a priori, donc tout se passe bien. Donc je vois bien Bootstrap il est appliqué. Alors maintenant, une fois que je fais ça, je vais en fait créer d'abord plutôt un lien pour supprimer, parce qu'en fait on aura besoin d'une opération pour supprimer les produits. Alors pour cela, donc je vais créer un autre TD. Ici je vais créer un lien A, delete, dans lequel je vais utiliser la classe btn danger, et puis je vais utiliser donc href. Je vais faire quand je clique sur le lien, je vais vers une expression dans laquelle je vais faire appel /delete entre parenthèses, et je vais lui envoyer un paramètre. C'est quoi le paramètre? C'est id égale la valeur de id, et la valeur de id c'est p.id ici. Donc ça me permet d'avoir déjà le lien. Ça je l'ai déjà montré la dernière fois, donc je ne vais pas trop tarder là-dessus. Alors ici donc je vois bien le delete. Si je clique, donc je vois ici donc id égale à 3. Bah, si je clique, je vois id égale à 2. Alors maintenant ça c'est 404, ça veut dire not found. C'est normal parce que l'action delete n'est pas implémentée au niveau du contrôleur. Alors je reviens vers le contrôleur et je vais créer une méthode delete. Alors cette méthode delete reçoit un id de type lang et il permet de supprimer tout simplement delete, product repository delete by id. Alors pour accéder à cette méthode, donc on va utiliser getMapping /delete, et une fois que je supprime, déjà bon, je rappelle que pour récupérer la valeur du paramètre id, bon, par défaut il va chercher dans la requête, ici il va chercher un paramètre qui s'appelle id. Mais supposons le paramètre porte un autre nom, vous aurez besoin d'utiliser la notation, de préférence de l'utiliser request param. Alors request param name égale id. Donc c'est-à-dire c'est comme si vous dites à Spring MVC va chercher dans la requête HTTP, tu cherches un paramètre qui s'appelle id dans la requête, c'est-à-dire ce paramètre là, et tu vas l'affecter à cette variable id. Et moi je le supprime de la base de données, et puis je vais faire une redirection, return redirect, je vais rediriger vers /index. Donc ça c'est une redirection. Ça me permet de créer cette affaire là de suppression ici. Voilà, ici donc je supprime. Donc je rappelle juste que la redirection, c'est important de jeter un coup d'œil sur les outils de développement. Si vous cliquez dessus, vous voyez bien que j'appelle delete. J'appelle delete avec id égale à 2. Et là, la réponse, le contrôleur me répond avec le code 302. Donc je rappelle que 302, c'est une redirection vers quoi? Vers location. Il y a un header qui s'appelle location. Il fait une redirection vers index. Donc automatiquement le browser reçoit cette réponse et automatiquement il fait appel encore, il envoie une autre requête vers index, et index va recharger la page. Donc ce qui nous permet de voir quelque chose comme ça. Alors bien sûr, pour faire plutôt pour demander à l'utilisateur de confirmer la suppression, la solution la plus simple que nous avons utilisée la dernière fois, c'est d'utiliser onClick ici. Et vous mettez directement return, ça c'est du JavaScript. On fait appel à une fonction JavaScript qui s'appelle confirm. Le message, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr de vouloir supprimer?
Alors, ah, ça c'est, on peut pas mettre, voilà, ça c'est du JavaScript, donc je mets des simple quotes ici. Alors, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Alors voilà, ici donc si je clique, je vois êtes-vous sûr, annuler, êtes-vous sûr, ok, et là ça supprime, annuler, ok. Alors ça c'est la première partie. Alors maintenant la deuxième partie, c'est de voir d'abord de créer une page template. Alors en fait, pourquoi la page template? Donc je vous rappelle que dans une application web d'une manière générale, en fait il y a dans une application web, c'est-à-dire vous avez plusieurs pages, mais il se trouve que toutes les pages se ressemblent, c'est-à-dire que toutes les pages souvent auront le même header, auront le même footer, c'est-à-dire toutes les pages ils ont la même page template, c'est-à-dire le même header, le même footer, et après il y a une partie qui change. La partie qui change, c'est donc qu'est-ce qui change d'une page à l'autre, c'est cette partie-là. Donc ce qui fait que pour nous, donc nous allons créer une page template dans laquelle on va mettre, si vous voulez, déjà pour créer une page template, on va utiliser ThemeLeaf Layout. Donc ici, on va utiliser un namespace layout que vous voyez là. Donc on aura besoin d'ajouter cette dépendance ThemeLeaf Layout. Et puis, on aura besoin de créer un header fixe, par exemple ici. On va créer un div, une section qui est variable, qu'on va appeler content. Et puis, on va créer un footer. Et puis par la suite, nous allons voir comment on va essayer donc dans chaque page, comment voilà, utiliser la page template. Donc on aura juste besoin de cette dépendance là, il faut l'ajouter. Alors donc je vais prendre d'abord la dépendance. La dépendance, elle est ici. ThemeLeaf Layout. Voilà. Alors c'est ça. Alors ThemeLeaf Layout, donc ça c'est la dépendance de ThemeLeaf Layout. Donc on va l'ajouter à notre projet. Voilà, on va l'ajouter ici. Actualiser. Et puis donc on va créer notre page template. Alors pour créer la page template, donc je vais créer donc un fichier HTML file que je vais l'appeler layout.layout1 ou layout1 par exemple .html. Je peux créer plusieurs. Et ma page template layout, donc aura besoin d'utiliser donc les namespaces suivants. Donc deux namespaces que je vais utiliser. Le premier c'est ThemeLeaf et le deuxième c'est ThemeLeaf Layout. Bon, et après il y a un autre pour la sécurité qu'on va ajouter. Donc ici donc on va ajouter donc deux namespaces. Le premier donc c'est th, c'est ThemeLeaf org, et le deuxième donc c'est voilà, c'est ThemeLeaf Layout qui fait référence à ce namespace. Donc ça c'est notre page products. Et puis dans notre page template, on va avoir la partie navigation, navbar, nav. Donc dans la partie navigation, on va essayer de prendre un menu Bootstrap, on va le chercher. On va faire un copier-coller ici. Et puis il y aura une partie content que je vais appeler, je vais créer un div dans lequel je vais utiliser layout fragment. Fragment égale content. Donc vous voyez, donc ça c'est la partie qui va changer d'une page à l'autre. Et après vous avez une partie footer, si vous voulez fixer le footer par exemple de la page. Donc si vous voulez, donc ça c'est une page template. Alors je vais juste chercher une barre de navigation Bootstrap. Rapidement, on va vers, on y va. Alors on va chercher navbar Bootstrap.
Alors, Navbar Bootstrap. Alors, vous pouvez prendre des modèles de, vous voyez par exemple cette barre de navigation avec ce menu-là. Il y a un menu déroulant comme ça. Donc, je vais prendre cette barre de navigation simple et je vais l'appliquer directement ici. Relever. Mais pour qu'il puisse fonctionner, donc cette barre de navigation a besoin de Bootstrap. Donc, c'est pour cela. Donc, on aura besoin donc d'ajouter ici deux choses. Le premier, c'est link rel style sheet de type texte CSS. href, c'est Bootstrap. href, c'est slash webjars. Bootstrap version CSS bootstrap.min.css. C'est la première. Normalement, ici, donc ça c'est pour la partie Bootstrap, et après on aura besoin d'ajouter un JavaScript que je vais vous montrer. Donc vous voyez, donc ici, donc ça c'est notre page template. Alors comment utiliser cette page template dans notre page? Eh bien, on aura juste besoin d'utiliser ces dépendances là, plutôt ces namespaces. On aura encore besoin dans notre page ici. Alors voilà la page product.html. Ben, je vais utiliser donc ces deux namespaces comme ça. Donc j'utilise donc Themeleaf, plutôt Themeleaf org et Themeleaf layout. Et puis vous ajoutez ça, vous dites juste layout decorate. Je vais décorer. C'est comme si vous demandez en fait à Themeleaf de décorer cette page avec la page template. Et notre page template s'appelle layout 1. Layout 1, si vous voulez, c'est .html. Bon, mais vous n'avez pas besoin de mettre .html, il va chercher la page template ici. Alors, ça c'est la première condition. Donc, il faut d'abord, donc, quand Themeleaf trouve ici donc decorate, il va d'abord charger la page template, ça. Donc, automatiquement, il va nous afficher ce menu-là. Et après, c'est à nous de lui dire maintenant d'aller chercher dans la page un fragment qui s'appelle content. C'est à l'intérieur de ce fragment content qu'on va mettre le contenu. C'est pour cela que je fais ici donc mon div que j'ai ici, ce div là, je vais lui dire d'aller le placer dans layout fragment. Alors le fragment on l'a appelé content. Donc c'est-à-dire celui-là. Bon, si vous l'appelez content 1, ici il faut préciser content 1. Donc c'est-à-dire tout ce contenu là, table, où est-ce qu'il sera affiché? Il sera affiché à l'intérieur de la page template, à l'intérieur de ce fragment là. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on applique la page template. On va vérifier. Alors vous voyez, donc ça c'est avant. Maintenant si vous actualisez, voilà, alors ça tient. Alors vous voyez donc notre page product maintenant, il a une page template, et cette page template c'est celle que vous voyez ici. Vous voyez, cette page vous avez un menu, mais là vous voyez le menu du rouleau ne marche pas. Alors pourquoi il ne marche pas? Parce que il nous faut inclure un JavaScript ici. Donc on a inclus donc bootstrap.min.css, vous ajoutez script source ici, donc slash webjars slash toujours bootstrap à la version, et dans bootstrap cette fois-ci on va chercher js, on va chercher un fichier qui s'appelle bootstrap.bundle.js. donc ça c'est du JavaScript de bootstrap qui est utilisé par cette page template. Donc voilà les deux fichiers, un CSS et un JS que vous aurez besoin d'inclure. Alors si vous actualisez, vous allez voir que la page template, alors il y a encore un petit souci. Alors déjà je vois quelque chose qui cloche. Il faut juste que je m'assure que j'ai pris la bonne version, parce que je pense que ici ça c'est 4. Vous voyez, donc ça c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Alors moi j'utilise Bootstrap 5, donc c'est pour cela que ça n'a pas marché. Donc ici quand je cherche Bootstrap, je dois mettre 5.
parce que les styles dans 5 sont différents. Donc ici, donc je vais prendre ça. Les classes CSS de Bootstrap 4 et 5 sont différentes. Je pense aussi qu'on va s'ajouter le lien de GS dans les deux fichiers. Non, juste ici. En fait, maintenant le CSS et JS, on va le mettre juste dans la page template. On n'aura plus besoin de le mettre dans les autres. Mais déjà, l'erreur que nous avons, c'est ça. Donc, je dois remplacer cette barre de navigation ici. Je la supprime et je la remplace par celle-là. Parce que c'est celle, voilà, celle de Bootstrap 5. Voilà. Alors d'ailleurs, vous l'avez constaté parce que le formulaire déjà il est mal formaté, donc ça se voit. Alors, maintenant, vous allez voir que le formulaire c'est bon. Alors ici donc vous allez avoir ce menu du Roland. Voilà, ça nous permet d'avoir une page template. Et puis cette page template, si vous voulez changer les couleurs plutôt de la barre de navigation, alors vous pouvez jouer sur les barres ici. Navbar fait ici donc c'est light. Si vous mettez par exemple dark, vous allez avoir quelque chose en noir, etc. Mais si vous voulez, dans la documentation de Bootstrap, vous pouvez regarder. Voyez ici donc tout ça c'est des modèles de template. Et après vous pouvez donc si vous voulez par exemple ce modèle là, c'est plutôt c'est navbar dark comme ça, BG dark. Si vous voulez un bleu, vous utilisez donc c'est navbar dark BG primary. Et voilà, donc si vous voulez ce style là, donc etc. Donc ici donc si je prends par exemple le bleu. Donc ici donc j'utilise navbar light. Donc je supprime ça et je le remplace par ça. Alors ça c'est ma page template. Donc ici je vois ici donc ma page voilà. Alors maintenant ici donc on a fait ça. Alors maintenant je vais juste d'abord créer un formulaire qui permet de saisir le produit. Alors pour cela, d'abord au niveau de la page template. Bon, déjà pour répondre à ta question de tout à l'heure, maintenant dans les pages ici, dans vos pages, c'est-à-dire dans les pages que vous créez, vous n'aurez plus besoin d'ajouter ça. CSS, oui. Tout ce qui est rien. Pourquoi? Parce que votre page utilise la page template. Ici dans la page template, c'est-à-dire toutes vos pages vont utiliser layout decorate. C'est-à-dire toutes vos pages vont utiliser bien sûr finalement cette template là. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'histoire de template? Oui, c'est clair. Voilà. Alors pour les liens, alors ici donc j'ai link. Donc ici j'ai la home. Home par exemple, je vais aller vers ici donc je vais utiliser href. Je vais mettre par exemple slash. Plutôt donc si vous mettez th, il faut mettre quelque chose comme ça, slash. Par exemple ici je vais mettre products. Donc ici donc je vais utiliser href slash index. Voilà. Et ça me donne quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas redémarré, je pense, parce que là, pour le moment, je suis obligé à chaque fois de redémarrer. Mais si vous voulez qu'elle redémarre automatiquement à chaque fois, vous faites la modification. Vous aurez juste besoin d'ajouter une dépendance qui s'appelle DevTools. Donc, j'aurai l'occasion donc de vous en parler. Alors ici, donc, je l'ai pas utilisé. Donc, je vois ici donc Home, je vois Product. Donc, si je clique sur Home, vous voyez donc je vais vers slash et rien. Et si je clique sur Product, là ici ça marche. Alors maintenant, bon, juste quand vous faites, si vous spécifiez rien, on voudrait spécifier la page par défaut. Alors ça, oui, ce qu'on le fait, on le fait dans le Product Controller. Alors voyez ici, donc je vais faire copier-coller ici quelque chose comme ça. Donc je vais mettre slash, c'est-à-dire si je mets rien, et bien je vais rediriger vers, par exemple,
vers home. Ici, je fais rien. C'est-à-dire, si je mets slash, je redirige vers slash index. Mais là, je dois utiliser redirect de point slash. Là, généralement, vous aurez toujours besoin de faire ça. C'est-à-dire que si vous mettez rien, vous mettez directement là, juste ça, automatiquement, il vous redirige vers slash index. Alors, maintenant, comme je disais, donc je vais, par exemple, ici, ajouter un produit. Je vais créer un bouton qui permet d'ajouter un produit. Je vais le faire dans la page ici, Products, ici. Bon, ici, donc, dans Table, juste avant Table, donc je vais créer un div, classe padding tree, par exemple, dans lequel je vais créer un lien. Par exemple, new product avec la classe btn primary, par exemple c'est un bleu, et puis donc c'est href. Je vais faire un lien vers, je vais appeler par exemple une action que je vais appeler new product. Voilà, new product. Alors ici, donc, ça me permet d'ajouter un lien. Ce lien, c'est celui-là. Donc, si je clique sur New Product, donc je vais vers New Product. Alors maintenant, New Product n'est pas créé. Je vais le créer. Dans le contrôleur toujours, je vais ajouter une méthode qui retourne un string que je vais appeler New Product. Alors ici, c'est getMapping slash new product, c'est-à-dire quand j'appelle new product, et bien tout simplement qu'est-ce qu'on va faire? Et bien je vais tout simplement dans le modèle, je vais placer dans le modèle, je vais ajouter un attribut qui s'appelle product dans lequel je mets new product. Et comme ça, donc dans mon formulaire, je vais afficher les valeurs par défaut de new product ici. Et après, donc je vais retourner vers une page que je vais appeler new product. Je vais l'appeler comme ça, new product HTML. Donc c'est-à-dire quand j'appelle new product, il me retourne new product HTML. Alors maintenant, je vais créer justement new product HTML. Et la même chose, donc pour ne pas faire reprendre les mêmes choses, donc je prends product ici, la page product, copier-coller. Je vais l'appeler new product HTML. Et dans new product HTML, donc je vais utiliser la même page template, je vais faire ça, je vais laisser ça. La seule chose que je vais changer ici, au lieu de table, ici, le bouton aussi, on va le supprimer. Ici, donc, qu'est-ce que je veux dans content, dans la partie content, qu'est-ce que je vais mettre? Le formulaire. Alors, je vais utiliser form. Alors, mon formulaire va utiliser la méthode post. Il va utiliser un THAction. Alors, ici, donc, j'appelle une action qui s'appelle /save product, qui permet d'enregistrer le produit. Product. Ici, donc, je vais créer mon formulaire. Et dans mon formulaire, donc, je vais utiliser ici une classe Bootstrap. Ici, donc, margin, par exemple, 3. Et puis, donc, je vais créer, voilà, donc, je vais créer donc, un label. Donc, ça, c'est name, pour saisir name. Je vais utiliser une classe Bootstrap qui s'appelle form label, comme ça. Et ensuite, je vais créer un input de type texte. Input type égal texte. Et là, je vais l'appeler name. Name, c'est le nom du champ. Je vais garder, dans name, je dois garder les mêmes noms que j'ai dans les attributs ici.
Et puis la classe Bootstrap, je vais utiliser une classe Bootstrap qui est form control, classe form control. Et puis je vais utiliser value, th value. th value, et là je vais utiliser donc ces $. Alors c'est-à-dire c'est quoi la valeur que je vais mettre dans ce champ par défaut? La valeur par défaut que je vais mettre dans le champ, et bien je vais mettre, je sais que dans le modèle, quand j'appelle new product, dans le modèle j'ai ajouté un objet qui s'appelle product, dans lequel je mets new product. Ben, new product, il va utiliser les valeurs par défaut, et les valeurs par défaut, name c'est une chaîne vide, le prix c'est un 0 et la quantité c'est un 0. Donc je vais utiliser directement ici la valeur, c'est product que j'ai dans le modèle point name. Et maintenant s'il y a des erreurs, parce que quand on va saisir les erreurs, plutôt quand on va saisir, il y a une validation qu'on va faire. Et pour faire cette validation, vous voyez ici donc dans notre produit, par exemple, si le nom doit respecter ça, il doit être not empty, il ne doit pas être vide. Et le nombre de caractères doit être minimum 3 et maximum 50. Alors si la donnée que je vais saisir ne respecte pas ça, je dois afficher un message d'erreur. Et c'est quoi ce message d'erreur? Ben, je vais utiliser ici un span. Il suffit d'utiliser th de point errors. Et c'est quoi les erreurs? Donc ici donc je vais aller vers le modèle. Je vais chercher product point name. Donc c'est comme si vous dites s'il y a des erreurs de type, s'il y a des erreurs qui concernent le champ name de product, tu m'affiches le message d'erreur. Je vais l'afficher en rouge en utilisant text danger. Voilà. Alors ça c'est pour le premier champ. Je fais copier-coller pour le deuxième champ. Ça c'est price. Alors ici je dois, quand on fait copier-coller, il faut faire attention parce qu'il faut changer là. Il faut changer là, price, également ici, price. Je fais la même chose ici, quantité, ça c'est le champ quantity, là c'est le champ quantité, et là c'est le champ quantité. Et après j'ai besoin d'un bouton, type submit, classe btn primary par exemple, je vais appeler save. Alors on teste et on va regarder ce qui va se passer. Alors ici donc j'ai, voilà, si je clique sur new product, bon déjà ce qui est bien c'est que j'ai un formulaire qui s'affiche, donc j'ai name ici. Vous voyez donc les valeurs par défaut, ici donc c'est une chaîne vide, là c'est 0, là c'est 0. Alors maintenant si je valide, donc je vois encore 404, pourquoi? Parce que j'appelle save product. Vous voyez donc ici quand je clique sur le bouton submit, j'appelle save product. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire dans save product ici? Donc je vais utiliser une méthode encore qui retourne un string que je vais appeler save product. Alors maintenant, pour enregistrer le produit, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, cette méthode-là, il va être appelé par un post mapping slash save product. Donc save product ici. Alors maintenant, je vais lire toutes les données saisies dans le formulaire ici. Alors toutes les données saisies dans les formulaires, je vais les stocker directement dans un objet de la classe product. Donc le plus simple ici donc directement c'est de déclarer un objet de type product ici. Alors product, je l'appelle product. Alors si vous voulez faire la validation, vous utilisez la notation valide. Alors ici la notation valide de Spring MVC, c'est comme si vous dites Spring MVC. Une fois que tu vas stocker les données dans product, dans un objet de type product, fais-moi la validation. Donc automatiquement, quand il va stocker les données saisies dans product, il va vérifier est-ce que
name respecte ses contraintes? Est-ce que le prix respecte ses contraintes? Est-ce que ça respecte ses contraintes? Alors, s'il y a des messages d'erreur, il va les stocker. Il va me les stocker dans un objet, dans une collection qui s'appelle binder result. Alors, binder result, en fait, il faut le déclarer. C'est ici que les erreurs vont être stockées. Donc, c'est-à-dire, quand on va saisir les données, une fois que les données sont stockées dans product, il fait la validation. S'il y a des messages d'erreur, ben, cette liste des erreurs vont être stockées dans binder result. Et moi, dans la méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test. If binder result has errors, c'est-à-dire s'il y a des erreurs. Oui. S'il y a des erreurs, je vais revenir vers le formulaire. Je fais return new product. Parce que s'il y a des erreurs, ici, c'est dans binder result, il y a des erreurs de validation. Ça veut dire que binder result contient des erreurs de saisie. Ben, je reviens vers new product. C'est-à-dire, et comme ça, dans new product, ben, automatiquement, on va afficher les données précédentes qui se trouvent dans product. Et donc, automatiquement, on va encore ressaisir. Mais sinon, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'erreur, donc je fais product repository save. Je vais enregistrer dans la base de données. Et une fois que je sauvegarde, je vais retourner. Voilà, donc je peux retourner vers index ou bien je peux rester dans le même formulaire. Par exemple, new product. Si vous voulez ajouter un nouveau, ça dépend ce que vous voulez faire. Par exemple, une fois que voilà, donc une fois que j'ai sauvegardé, donc je reviens à nouveau vers new product, ce qui permet d'afficher un formulaire qui est vide à nouveau, qui nous permet de saisir un nouveau produit. Voilà. Sinon, si vous voulez afficher une page qui indique comme quoi l'enregistrement a été effectué avec succès, donc on va créer une page comme ça. Alors, juste un petit détail, c'est que généralement ici, souvent, vous aurez besoin de déclarer le modèle. Alors, pourquoi le modèle? Parce qu'en fait, cette validation-là, en principe, quand on fait la validation, ben, il prend le produit qui a été déjà récupéré, il le stocke automatiquement dans le modèle, c'est-à-dire les données saisies, il le stocke dans le modèle en utilisant un attribut qui porte le même nom que cette variable. Donc ça c'est important ici, donc c'est-à-dire le product comme ça. Donc ça doit si vous respectez les conventions, généralement vous voyez pas de problème, mais si vous mettez un P, quelque chose comme ça, là vous aurez un problème. Pourquoi? Tout simplement parce que dans votre formulaire, vous utilisez dans votre formulaire, vous faites référence à product. Donc voilà, donc de préférence de garder les conventions comme ça. Alors on va essayer de regarder. Donc ça c'est le formulaire. Ici, new. Alors si je fais save, regardez, ça c'est intéressant. Parce que ici, donc j'appelle save, il y a des erreurs. Vous voyez, donc il m'affiche, la taille doit être comprise entre 3 et 50, ne doit pas être vide. Donc vous voyez, donc ici, je vais mettre par exemple A. Il me dit, voilà, il n'est pas vide, mais la taille doit avoir minimum 3 caractères. Si je fais ça, ben ça passe, mais il me dit ici que la quantité doit être supérieure ou égale à 1. Alors je mets 10, je mets ici un prix, ça, c'est HP, HPC. Alors si je fais save, s'il n'y a pas d'erreur de saisie, maintenant, il a ajouté dans la base de données. Donc si je reviens vers product ici, donc je vois bien que ça a été ajouté avec les données ici. Et donc, et après, bon, je vais ajouter un autre test. Save. Alors vous voyez donc ici, donc quand je save, il revient vers new product, c'est-à-dire il reste dans le même formulaire. Bon, comme je disais, donc c'est à vous de dire qu'est-ce que vous voulez faire avant. Si vous voulez, une fois que je sauvegarde, je reviens directement ici, donc vous pouvez changer dans le contrôleur, c'est-à-dire ici.
faites une redirection vers la page que vous voulez. Alors ça c'est pour la saisie. Alors maintenant, une fois que je fais ça, je vais passer à la partie sécurité. Parce qu'après le reste c'est pareil, c'est-à-dire pour éditer et les autres c'est pareil. Donc je suppose que ici j'ai ici donc Home, j'ai Product, je peux aller vers New Product, etc. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant activer la sécurité. Est-ce que jusqu'à présent c'est bon? Je pense que ça c'est déjà la première partie. Ça résume à peu près en une heure à peu près la partie, donc ce qu'il faut savoir dans la partie Spring MVC. Oui, c'est bien, monsieur. Alors voilà. Alors il reste après, bon, ajouter juste Edit. Donc ça, Edit, on va voir, c'est à peu près la même chose que le formulaire ici, comme l'ajout. Ça pose pas de problème. Donc ici, donc je vais passer directement à la sécurité. Alors pour utiliser Spring Security, donc je vous rappelle que vous aurez besoin de la dépendance Spring Starter Security. On l'a déjà ajouté ici dans notre application. Et supprimer la partie exclude. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc vous aurez besoin de Spring Starter Security. Elle est là. Donc Spring Starter Security, donc ça c'est pour la première dépendance dont on aura besoin. Ça c'est Spring Security. Et si vous travaillez avec TeamLeaf, vous aurez besoin d'ajouter cette dépendance là. C'est TeamLeaf Extra Spring Security 6. Donc ça c'est deux dépendances. La première, ça c'est Spring Security. Et ça c'est en fait c'est un module de Spring Security de TeamLeaf. Donc ça c'est quelque chose qui va nous aider à, dans la partie User Interface, de faire appel à Spring Security directement à partir des commandes de TeamLeaf. Donc ça c'est ce qu'il faut faire. Après, on va activer donc Spring Security. Donc rappelez-vous, au début on l'avait désactivé ici. Donc je vais l'activer. Donc je vais supprimer ça. Bon, je le laisse en commentaire comme ça. Mais n'oublie pas de... Voilà. Donc ici, donc ça c'est le... Tout à l'heure on avait désactivé, maintenant on va l'activer. Alors si vous l'activez, vous allez avoir... Alors si vous tentez d'accéder à l'application, vous allez avoir le système d'authentification par défaut de Spring. Alors Spring utilise une configuration par défaut. C'est quoi la configuration par défaut de Spring? C'est que toutes les ressources nécessitent une authentification. Donc c'est-à-dire en fait toutes les ressources nécessitent une authentification. Donc pour s'authentifier, alors par défaut il crée un mot de passe qui est affiché dans la console. C'est celui-là au démarrage, et avec un seul utilisateur qui s'appelle user. Ça c'est la config par défaut. Alors ici CTRL V. Là, si vous faites ça, vous pouvez accéder donc à l'application. Alors mais maintenant cette configuration par défaut, il faut la personnaliser. C'est ce qu'on va faire. Alors maintenant, si vous voulez personnaliser donc la configuration par défaut, eh bien il faut créer une classe de configuration. Donc on va créer une classe qu'on va appeler security config. Alors security config, on va la mettre dans un package config. Voilà, config, je l'appelle security tout simplement, security config. Donc j'ai un package security config. Et bien cette classe là doit utiliser la notation configuration, premièrement, pour dire c'est une classe de configuration. Deuxièmement, utiliser une annotation qui s'appelle enable web security. Donc enable web security pour activer la sécurité web. Et puis dans cette classe, on aura besoin de créer donc deux bins. Le premier bin, je vais utiliser l'annotation bin. Donc je crée une méthode qui permet de retourner, en fait,
qui permet d'indiquer à Spring Sécurité quels sont les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser une stratégie qui s'appelle In-Memory User Details Manager. In-Memory User Details Manager. Alors, en fait, ici, In-Memory User Details Manager, c'est une stratégie qui permet de faire quoi? Qui permet d'indiquer à Spring que les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application sont stockés en mémoire directement. Donc, je vais retourner un bin In-Memory User Details Manager et dans lequel je vais spécifier les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. Alors, je vais créer un utilisateur user Spring Security with username. Par exemple, ici, je vais utiliser un utilisateur username user1, password qui est le mot de passe 1, 2, 3, 4 et qui a les rôles. Par exemple, quels sont ces rôles? C'est user. Et après, vous mettez build. Ça, c'est le premier utilisateur. Virgule. Le deuxième, virgule, le troisième. Alors ça, c'est user 2, un utilisateur user 2 qui a le rôle user. Et j'ai un utilisateur admin, par exemple, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4 et qui a deux rôles, user et admin. Alors ça c'est ici pour le moment, on va commencer par quelque chose de plus simple, c'est ce qu'on appelle la stratégie In-Memory Authentication. Donc ici les seuls utilisateurs maintenant qui ont le droit d'accéder à l'application, c'est ces utilisateurs là. Alors donc ça c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est que les mots de passe généralement doivent être stockés dans la base de données de manière hachée. Donc on ne stocke jamais les mots de passe en clair dans la base de données. Donc c'est-à-dire ici, si vous mettez password 1, 2, 3, 4 comme ça, et si vous essayez de... Alors déjà je complète la config et après je vais vous expliquer cette histoire du hachage des mots de passe. Alors la deuxième partie, le deuxième bin qu'il faut créer, vous mettez la notation bin. C'est un bin qui permet de retourner un objet de type Security Filter Chain. Alors en fait, Security Filter Chain, c'est un bin, une méthode qui permet de retourner un objet Security Filter Chain. Il reçoit un objet de type HTTP Security. Bon, il lève une exception. Ici, donc, cette méthode-là, elle va retourner tout simplement avec l'objet HTTP. On va utiliser build, voilà, .build. Alors ici donc on va retourner donc c'est ici qu'on va spécifier notre stratégie de sécurité. C'est-à-dire quoi? Quelles sont c'est-à-dire les ressources qu'on veut protéger, qui nécessitent une authentification, quelles sont les ressources qui nécessitent d'être authentifiées avec le rôle user, avec le rôle admin. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors pour cela, donc je vais utiliser ici form login d'abord. Alors si vous utilisez form login, c'est une fonction que je vais appeler ici. Donc je vais utiliser la configuration par défaut en utilisant customizer with default, c'est-à-dire ici donc je vais utiliser login voilà. Je vais utiliser la configuration par défaut, c'est-à-dire quoi? Et dans la configuration par défaut de form login, ça veut dire que je lui demande si un utilisateur n'est pas authentifié, utilise un formulaire d'authentification. Et par défaut, il va afficher son propre formulaire d'authentification. Mais si vous voulez créer votre propre formulaire d'authentification, on va utiliser ici form login fl.loginpage. Et on va spécifier par exemple quelque chose comme ici / login. Alors ça veut dire que maintenant, après par la suite, c'est à vous de créer une page qui s'appelle login.html. Donc on va la faire tout à l'heure, dans laquelle on crée notre propre formulaire. Mais ici donc je n'ai pas besoin. Je vais utiliser le formulaire qui est proposé par défaut par Spring. Donc ça c'est la première. La deuxième, c'est utiliser authorize HTTP request. Donc authorize request. Ici donc je vais utiliser authorize request point inner request authenticated.
Alors, ça c'est ici. Donc, si vous mettez ici authorize request in a request authenticated, ça veut dire quoi? Ça veut dire je voudrais que toutes les requêtes nécessitent une authentification. C'est-à-dire à chaque fois si je veux accéder à l'application, c'est d'ailleurs c'est ce qu'il applique par défaut. Toutes les ressources, si vous voulez accéder à une ressource de votre application, il faut d'abord passer par l'authentification. Mais après, si vous voulez protéger les ressources par des rôles, vous utilisez authorize request, et on va utiliser un int matchers, par exemple ici. Je vais lui dire par exemple tout ce qui est slash, tout ce qui est par exemple slash, par exemple index, ou plutôt je vais faire ça de façon très simple. Je vais faire tout ce qui est slash user slash étoile. Ici, bon, je vais faire par exemple, et après je change. Donc je vais mettre index, tout ce qui est slash étoile, slash par exemple index slash étoile. Ici donc has role user. Alors que signifie cette règle de sécurité? Ça veut dire que vous dites à Spring toutes les requêtes HTTP dans l'URL contient slash index slash étoile nécessite d'être authentifié avec le rôle user. Tout ce qui va par exemple vers slash save par exemple slash étoile ou bien slash delete slash étoile, c'est-à-dire que toutes les requêtes dans l'URL save delete nécessitent d'être authentifiées avec le rôle admin par exemple. Donc c'est-à-dire ici voilà, donc c'est-à-dire si par exemple tout ce qui est slash index, donc ici tout ce qui est slash index, ça nécessite d'être authentifié avec le rôle user, mais tout ce qui est slash save, slash delete et les autres nécessitent d'être authentifié avec le rôle admin. C'est-à-dire un simple utilisateur, par exemple user 1, s'il est authentifié, n'a pas le droit de supprimer, n'a pas le droit de faire save et delete. Vous voyez? Alors maintenant, ça c'est la config par défaut, plutôt la config que nous allons garder pour le moment. Et puis, si vous démarrez cette application, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Mon système d'authentification ne va pas fonctionner. Donc, vous voyez, donc maintenant, je viens de désactiver la config par défaut et j'applique ma configuration. C'est-à-dire, je vais utiliser cette config. Alors, si je veux accéder à l'application ici, donc vous voyez, donc je passe par l'authentification. Si je mets user 1, 2, 3, 4, ça ne va pas passer. Donc pourquoi? Parce que par défaut, en fait, Spring Security utilise, il suppose que les mots de passe sont hachés et par défaut, il utilise un algorithme de hachage des mots de passe qui s'appelle bcrypt. Alors c'est la raison pour laquelle vous aurez besoin de créer un bin ici. Voilà, c'est celui-là. Vous créez un bin qui permet de retourner un objet password encoder. Ici, on va utiliser new bcrypt password encoder. Alors maintenant, je rappelle juste que les mots de passe, il ne faut jamais les stocker en clair au niveau de la base de données. C'est une erreur professionnelle parce que les mots de passe sont hachés. Voilà, donc ils sont hachés au niveau de la base de données. Donc je rappelle que une fois qu'un mot de passe est haché, donc on le remplace par son hash. Et à partir du hash, on ne peut plus revenir au mot de passe original. C'est-à-dire on ne peut pas... en quelque sorte, je pense que la dernière fois, je n'avais pas parlé de ça. J'avais parlé de JSON Web Token, si vous vous rappelez. Oui, j'avais parlé de ça. Alors, juste dans le domaine de la crypto, il faut faire la différence entre trois choses. Il y a le hachage, l'encodage. Est-ce que j'ai parlé de ça la semaine dernière? Non?
Oui, oui, monsieur. Et voilà, très bien. Et quoi d'autre? Et le cryptage. Voilà. Alors, le hachage, ça veut dire que j'ai un texte. Ben, je vais tout simplement, une fois que j'ai le texte, je le donne à un algorithme du hachage et ça me donne un hash. Mais à partir du hash, je ne peux pas revenir au mot de passe original. Alors, plutôt au texte original. Ok. Parmi les algorithmes de hachage qui sont forts, donc il y a Bcrypt. Donc, c'est celui qu'on va utiliser ici. Alors, Bcrypt, c'est pour faire le hachage. Il y a des algorithmes qui sont très faibles à ne plus utiliser, comme MD5, par exemple. MD5, c'est un algorithme de hachage, mais donc, qui n'est pas très fort. C'est-à-dire, à partir du hash, on peut revenir vers le mot de passe original. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà expliqué ça la semaine dernière. L'encodage, c'est juste remplacer des caractères par d'autres. Par exemple, ici, base 64 URL encode. Je remplace, par exemple, ça, l'accolade par E, double quote par plutôt Y, etc. Mais à partir, si je fais l'encodage, à partir du texte encodé, je peux faire l'opération inverse. Donc base 64 URL encode, ça me donne ça. Et base 64 URL décode, ça me donne l'original. Et après, il y a le cryptage. Le cryptage, il vous faut une clé, un algorithme de cryptage et une clé de cryptage. Bon, l'algorithme, ça peut être un algorithme symétrique et dans ce cas-là, vous avez une même clé que j'utilise pour crypter. C'est la même que je vais utiliser pour décrypter. Ou bien, il y a des algorithmes asymétriques comme RSA, dans lequel on utilise une paire de clés publiques et privées. Donc, on crypte avec une clé. Par exemple, je crypte avec la clé publique et je décrypte avec la clé privée. Donc, ce qui fait que celui qui décrypte, généralement, c'est lui qui ne doit pas partager, enfin, il doit pas partager la clé privée. Mais ça, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le hachage. Alors ici, donc, pour faire le hachage, donc, je vais utiliser Bcrypt. Et comme ça, ici, donc, je vais déclarer un objet password encoder. Et j'appelle juste cette fonction-là, password encoder. C'est là. Qui me retourne password encoder. Et puis je vais l'utiliser ici. Je vais utiliser password encoder.encode. Je vais encoder le mot de passe 1, 2, 3, 4. Et je fais la même chose pour les autres. C'est-à-dire maintenant ce mot de passe là, il est haché. Et comme ça, quand Spring Security va comparer le mot de passe saisi par l'utilisateur et celui qui est haché, ben, automatiquement Spring Security, il utilise encore Bcrypt, il va hacher le mot de passe saisi par l'utilisateur, il le compare avec celui qui est haché, donc, et là ça va marcher. Donc c'est un détail pour le hachage des mots de passe. Alors, une fois que vous réglez ce problème de hachage, maintenant on peut s'authentifier. Donc si on fait, voilà, si je fais user 1, je fais 1, 2, 3, 4. Voilà, donc vous voyez, donc je suis authentifié. Alors vous voyez donc user 1, donc je peux voir les produits. Mais si je fais delete, normalement ça ne devrait pas passer. Il me dit ce que tu vas supprimer. Je lui dis OK. Et vous avez ici, vous voyez, une erreur 403. Est-ce que vous n'avez pas le droit, monsieur? Monsieur, s'il vous plaît, une question. Les passwords encodés ou bien hachés, ils sont stockés où exactement? Alors, ici, pour le moment, ici, on utilise in-memory, c'est-à-dire ils sont stockés en mémoire. Après, on va remplacer in-memory par JDBC Authentication. Dans ce cas-là, il va les stocker dans la base de données. Donc, c'est à vous ça dépend ce qu'on va utiliser ici. Mais monsieur, vous avez dit que si les mots de passe hachés stockés dans la base de données, c'est pas sécurisé. Là, les mots de passe, ils sont stockés dans la base de données, mais ils sont hachés. Il ne faut pas stocker les mots de passe en clair dans la base de données. Est-ce que tu vois la différence? Ouais, bien sûr, on stocke les mots de passe dans la base de données parce que où est-ce qu'on va les stocker?
Donc on les stocke dans la base de données, mais on ne stocke pas le mot de passe clair, on stocke le mot de passe haché. Donc si vous voulez voir ici, si vous faites par exemple encode encode par exemple 1, 2, 3, 4, ça va vous donner une chaîne de caractères. Encoded password. Et si vous affichez encoded donc encoded password, vous voyez au démarrage, parce qu'en fait toutes les méthodes de type bin ils vont s'exécuter au démarrage. Au démarrage vous allez voir ici le, voilà, il est là. Vous voyez donc si normalement votre mot de passe c'est ici le mot de passe 1 2 3 4 5 6, c'est ça. Mais si vous le hachez avec bcrypt, ça va vous donner ça. C'est-à-dire ce qui va être stocké dans la base de données. Alors juste ici, on va afficher quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez donc le mot de passe, ça c'est le mot normalement c'est ce qu'on stocke dans la base de données, c'est ça. Mais à partir, même s'il y a quelqu'un qui voit ça dans la base de données, mais il ne pourra jamais savoir quel est le mot de passe. On ne peut pas à partir de ça revenir vers ça. C'est un peu ça c'est ça le hachage. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Alors, donc, j'ai réglé ce problème de hachage. Alors, vous voyez ici, donc, si je suis authentifié en tant que user, je n'ai pas le droit de supprimer. Vous voyez, c'est 4. Alors, je fais user 1. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 403. Ah non, ça c'est parce que je suis parti directement sur delete. Oui. Alors, si je fais delete, vous voyez donc 403. 403, ça veut dire quoi? Ça veut dire not authorized. C'est-à-dire vous n'êtes pas autorisé. Pourquoi je ne suis pas autorisé? Parce que dans ma sécurité, j'ai indiqué comme quoi tout ce qui est /delete /étoile nécessite d'être authentifié avec le rôle admin. Avec le rôle admin. Or, l'utilisateur ici, c'est user 1. Et le user 1, il a quel rôle? User. Alors maintenant, si je vais m'authentifier avec admin, qui a deux rôles, user et admin. Alors ici, donc, je vais faire ça. Alors déjà, si vous voulez faire un logout, on va l'ajouter tout à l'heure avec un bouton ici. On fait directement, manuellement comme ça, logout. Ça, c'est Spring Sécurité. Il vous dit si vous voulez faire l'authentification, oui. Alors, je vais m'authentifier avec admin. 1, 2, 3, 4. Alors, avec un admin, vous voyez donc ici, donc, je peux voir les données. Je peux supprimer. C'est supprimé et je peux ajouter. Voilà, donc je peux ajouter les données. Alors pour le moment, tout se fait dans la base de données H2. Alors, on n'a pas vérifié avec... je fais encore logout. Alors si je fais user 1, 1, 2, 3, 4. Alors si j'essaie d'ajouter un produit... Alors ici, ça passe. Et ben, il a ajouté, vous voyez. Donc ça veut dire que c'est pas bon. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi? Vous n'avez pas déconnecté, monsieur, je pense. Non, c'est pas déconnecté parce que ici, vous voyez l'action ici dans mon contrôleur. C'est Save Product, n'est-ce pas? Alors ici, donc dans la config, ici, j'ai mis Save. J'aurais, si pour, donc soit je mets save product, comme ça, /étoile, ou save, je passe, ou bien vous mettez quelque chose comme ça. Alors si vous faites, on va tester, on fait encore un logout.
admin, plutôt user 1, 1, 2, 3, 4. Alors, on va tenter de saisir des choses. Vous voyez cette fois-ci 403. Parce que là, c'est important vous voyez donc ici tout ce qui est save étoile, c'est-à-dire save product, save, etc. Bon, ce que vous voulez. Donc ça nécessite une authentification avec le rôle admin. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Alors maintenant, le problème c'est que si vous travaillez comme ça, c'est que vous allez avoir combien de ressources que vous allez sécuriser. Ça c'est un peu, ça peut être compliqué. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que tout ce qui est slash user slash étoile, tout ce qui est user slash étoile nécessite d'avoir un rôle user. Tout ce qui est slash admin slash étoile nécessite d'avoir un rôle admin. Et tout ce qui est public, par exemple, ici je vais ajouter encore je vais ajouter un troisième. Tout ce qui est par exemple public slash étoile. Alors ici donc je vais pas utiliser has role, je vais utiliser permit all. Et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que de toute façon dans votre application, il y a des ressources publiques, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas une authentification. Il y a des ressources ici qui nécessitent d'être authentifiées uniquement. Ici, vous voyez donc any request authenticated. C'est-à-dire les requêtes nécessitent, toutes les requêtes nécessitent une authentification. Vous voyez donc toutes les requêtes nécessitent une authentification, sauf tout ce qui est slash user slash étoile qui nécessite d'être authentifié en plus avec le rôle user. Slash admin slash étoile nécessite une authentification avec un rôle admin. Et tout ce qui est public slash étoile ne nécessite pas d'authentification, c'est-à-dire c'est permis. Donc vous voyez donc qu'il y a trois niveaux de protection. Il y a authenticated, il y a d'abord permit all. Permit all, c'est-à-dire c'est autorisé. Il y a pas de, ça nécessite pas une authentification. Authenticated, ça veut dire ça nécessite une authentification, quel que soit le rôle. Has role, ça veut dire que ça nécessite une authentification avec un rôle. Je dois être authentifié, oui, mais en ayant un rôle exact. Donc vous voyez donc il y a trois niveaux. Donc vous avez permit all, vous avez authenticated et vous avez has role. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors ici donc maintenant, si vous voulez que ça marche, il faudrait qu'on change notre contrôleur. Alors dans notre contrôleur, on va tout ce qui est par exemple slash delete, je vais l'appeler slash admin slash delete. New, je vais mettre slash admin slash new product slash admin slash new product ici. Save plutôt. Mais par contre ici slash, je vais mettre slash user slash index. Mais tout ce qui est slash, il va me rediriger vers slash user slash index. Vous voyez donc ça c'est, vous voyez donc dans votre contrôleur, il vaudrait mieux organiser un peu vos ressources comme ça. Donc ça c'est une façon de faire. Et après donc je vais vous montrer une deuxième technique qui utilise des annotations directement ici pour protéger les ressources. Alors, il faut changer dans la page template. Parce que dans la page template, nous avons des liens ici. Ici, au lieu de slash index, on va mettre slash user slash index. Quoi d'autre? Ici, slash, il n'y a pas de problème ici. Ici, on n'a rien fait encore. On change également dans la page ici. Product. Parce que nous avons ici slash new, donc on va utiliser slash admin slash et ici slash admin slash delete. Voilà.
Alors, on va regarder ça. Donc, on va s'authentifier avec user 1, 2, 3, 4. Alors déjà, bon, parce que là, il va directement vers slash. Donc ça, vous voyez donc là, il n'y a pas de problème. Mais si je clique sur new, hop, ça marche pas. Parce que je n'ai pas le droit. Parce que tout ce qui est slash admin, ici, je peux pas. J'ai pas le droit. Et donc, si je suis admin, donc je fais logout. Alors tout ce qui est admin, donc je suis admin, donc j'ai le droit. J'ai le droit de saisir les données. Alors ici 404, vous voyez donc on a encore une erreur. On a oublié un admin dans le formulaire. Ici on va mettre slash admin slash. Alors ça c'est un arrangement à faire pour faciliter la configuration de la sécurité. Alors ici donc je vais m'authentifier en tant que admin. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, j'ai pas fait actualiser ou quoi? Ah, j'ai pas redémarré. Alors, actualiser. Je m'authentifie en tant que admin. 1, 2, 3, 4. Voilà. New. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça c'est le formulaire. Normalement ici, TH Action, j'ai bien enregistré, non? Alors, si slash admin slash save. Ça c'est le bouton submit. Ok. Je suis bien dans mon projet, il est là. Oui. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc, je vais redémarrer. Donc, admin 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a parfois un problème de cache. Ici, donc je vais actualiser. Si vous regardez le code source, vous voyez bien ici, slash formulaire, il est où ce formulaire là? Il est là. Voilà, normalement c'est actualisé. Alors test. Slash new product. Pourquoi il fait ça? Alors, normalement, si je fais ça, slash admin slash new product, ça c'est bon. Il faut mettre c'est page non trouvée. Oui, mais ici j'ai post, je fais slash admin slash save. Bon, il n'y a pas de problème. Ici. Alors. Ouais, c'est bon. Donc c'est juste un problème de cache. Voilà, donc oui. Oui, c'est ça. En fait, il ajoute. C'est pas qu'il ajoute, j'ai pas fait attention. C'est dans le contrôleur. Une fois que j'ajoute, je redirige vers ça. Il faut rediriger vers slash admin slash new product. C'est un peu le... Vous voyez les copier-coller parfois, c'est pas facile. Hein. Il
faut vraiment faire attention. Voilà, je vais m'authentifier en tant que admin. 1, 2, 3, 4. Je suis authentifié. Je vais ajouter. Voilà, ça marche. Alors ça c'est, donc on peut supprimer. Donc la même chose, la redirection, on a le même problème ici. Quand je supprime delete, vous voyez, quand je fais delete, je dois rediriger vers /user/index. Alors admin 1, 2, 3, 4. Index, delete, voilà. Alors ça c'est fait. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que une fois que je suis authentifié, je dois afficher le nom de l'utilisateur qui est authentifié ici. Alors pour cela, je vais utiliser dans la page template ici, je dois changer la page template layout. Alors dans la page template, je n'ai pas besoin de ce formulaire, je vais le supprimer dans la page template. Par contre, je vais ajouter un UL avec la classe navbar et à l'intérieur de laquelle je vais mettre ce menu. Je vais mettre ici. Oui, on peut mettre ce menu là. Ici, drop down. Je fais un LI, je fais CTRL X, je le laisse comme ça, CTRL C, CTRL V. Et comme ça, bon, ça c'est, je vais lui donner un autre nom, juste pour ne pas avoir utilisé le même. Alors ici, donc je vais mettre ici le nom de l'utilisateur authentifié, c'est username qui est authentifié. Là, je vais faire un logout. Et c'est tout pour le moment. Et dans logout, je vais mettre thref vers logout. Comme ça, on règle ce problème-là. C'est-à-dire, on aura quelque chose comme ça. Donc ici admin 1, 2, 3, 4. Oui, donc ici donc j'ai j'ai un petit menu, j'ai logout. Alors ici donc je vais juste utiliser la classe et un navbar. Comme ça vous aurez quelque chose de mieux. Donc admin 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai ici username et là je peux faire logout. Alors pour logout, ça permet de faire ça. Alors maintenant, comment afficher le nom de l'utilisateur? Alors pour afficher l'utilisateur authentifié, on va utiliser un namespace, c'est celui-là. C'est le namespace de Teamleaf Extra Spring Security. Alors on va l'ajouter dans la template ici, dans le namespace. Alors ce namespace là, une fois que vous l'ajoutez, et bien ici c'est très simple. On va mettre un span par exemple, et vous utilisez security. Vous voyez donc le préfixe c'est security. Tout ce qui est security maintenant, on va utiliser security de point authentication. Qu'est-ce que je vais afficher? Name, le nom de l'utilisateur. Je peux afficher son ID, etc. Alors ça c'est suffisant pour afficher l'utilisateur qui est authentifié. Admin 1, 2, 3, 4. Admin 1, 2, 3, 4.
Voilà, ici donc je vois bien admin et je peux faire logout ici. Si je fais user 1, 1, 2, 3, 4, j'ai ici user 1, logout. Voilà, ça c'est la première des choses. Alors ça c'est pour l'affichage de l'utilisateur qui est authentifié. Est-ce que c'est clair ça? Ok. Ouais, monsieur. Voilà, je vois. Ah, très bien. Ok. Parfait. Alors, maintenant, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que maintenant, si je suis authentifié en tant que, par exemple, user 1, 1, 2, 3, 4, ben, normalement, je n'ai pas le droit de supprimer. Même s'il clique sur le lien, ça marche pas. Vous voyez, c'est déjà, bon, c'est pas bien d'avoir une page comme ça. Vous n'êtes pas c'est-à-dire 403, c'est une erreur comme ça. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Spring Security, si l'utilisateur tente d'accéder à une page dont il n'a pas le droit, on va le rediriger vers une page. C'est ce que je vais faire ici. Point exception handling. Donc exception handling, et après access des net page slash not authorized, comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je dis à Spring Security, si un utilisateur tente d'accéder à une page dont il n'a pas le droit, bah, tu vas rediriger vers une page qui s'appelle Not Authorized. Donc au lieu d'afficher une page comme ça avec 403, ce qui n'est pas bon, ça, il faut jamais faire ça des choses comme ça en production, et on va le rediriger vers une page Not Authorized. Et cette page Not Authorized, Ou bien on peut désactiver le bouton de désactivation. on va encore le désactiver. Ça c'est une très bonne question. On va laisser la désactivation jusqu'en dernier lieu. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que même si vous désactivez, n'est-ce pas? Même si vous désactivez les boutons, le fait de ne pas afficher ce bouton, par exemple, comme ça, bah, il y a un utilisateur qui va s'authentifier, qui va là, il va tenter avec /admin/delete. C'est-à-dire, même si vous désactivez, il va tenter de faire des opérations directement. Donc, il faut d'abord régler tous les problèmes. Alors, si vous faites delete comme ça, vous voyez. Donc, il faut d'abord régler les problèmes et à la fin, on va désactiver. On va masquer. Donc, la contextualisation, c'est la dernière étape. Alors, ici, donc, je vais créer cette page Not Authorized. Donc, je vais prendre Product, CTRL-C, CTRL-V, Not Authorized, HTML. Voilà. Not Authorized HTML. Alors, je vais utiliser la même page template. Ici, donc, je vais supprimer le contenu. Voilà. Ici, je vais mettre tout simplement un style H3 en rouge. Ici, text danger. Voilà, vous n'êtes pas autorisé. Not authorized, comme ça. Je préfère. Alors ça c'est problème qu'on va régler maintenant. Voilà, si on actualise, donc je suis user 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, delete, ok, hop, c'est pas bon. Alors pourquoi j'ai ça? Je devrais pas avoir ça. Alors dans ma config, j'ai bien exception handling. Je pense qu'il faut autoriser la page de cette dernière page. Il faut l'autoriser par les configurations. Oui. Non, mais en fait, ici, parce que en fait, je suis authentifié normalement. Donc là, il n'y a pas de problème.
Parce que si je suis authentifié, je dois... Donc c'est juste un problème de cache. Parce que qu'est-ce que j'ai? Vous avez any request authenticated. Mais est-ce que je suis authentifié? Oui. Mais je ne suis pas autorisé. Donc normalement, ça devrait marcher. Alors je vais juste m'assurer que ici, qu'est-ce qu'il me fait? Donc delete. Vous voyez, donc c'est juste un problème de... C'est un problème de cache. Si j'essaie de supprimer le premier, alors je vais redémarrer. Alors exception handling, access delete page, not authorized. Ah oui, bien sûr, c'est normal. Alors maintenant, on n'a pas créé ça. C'est-à-dire dans le contrôleur, on n'a pas créé slash not authorized. C'est-à-dire dans notre contrôleur ici, il vous faut une page qui retourne un string not authorized avec get mapping slash not authorized qui va nous retourner dans la page qui s'appelle not authorized .html. Parce que ça, il faut l'ajouter. Parce que vous l'avez remarqué ici, nous avons 404, c'est pas 403. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé la page. Ok, alors, on y va. Alors ici, user 1, 2, 3, 4. Je tente de supprimer. Hop, vous voyez, je ne suis pas autorisé. Je veux supprimer ça. Hop, je ne suis pas autorisé. Et ça, c'est un bon signe. Alors maintenant, une fois que vous réglez ce problème-là, maintenant, on va dire, tiens, bon, maintenant, un utilisateur, il n'a pas le droit d'accéder. Vous voyez, donc ici déjà, il ne peut pas accéder au formulaire, il n'est pas autorisé. Mais je ne vais pas lui afficher ce bouton. Et je ne vais pas lui afficher ce bouton. Donc, je vais masquer. Alors, justement, pour masquer, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser le même namespace ici que j'ai utilisé dans Product, ici. Et comme ça, je peux utiliser ici directement, par exemple, ce bouton-là, je vais l'afficher à une condition. C'est Security Authorize. Ici, je vais utiliser has role. C'est quel role? C'est admin. Ça veut dire que ce div-là, je ne veux l'afficher que si l'utilisateur authentifié a le rôle admin. Ben, je fais la même chose pour le bouton supprimer ici. Ce TD, je vais l'afficher uniquement si l'utilisateur authentifié a le rôle admin. Et voilà, ça devrait marcher. Alors maintenant, si je suis authentifié en tant que user 1, 2, 3, 4, donc vous voyez, donc je suis bien, j'affiche, il n'y a pas de problème, et j'ai pas le bouton supprimer. Bon, j'ai pas le bouton supprimer, j'ai pas le bouton ajouter, mais ça va pas empêcher un utilisateur de tenter de faire, tiens, je vais regarder par exemple /admin /delete. Hop, vous n'êtes pas autorisé. Donc l'essentiel, c'est que j'ai bien protégé mon application comme ça. Alors ça, c'est logout. Et par contre, si je suis admin 1, 2, 3, 4, voilà, ça c'est bon, je peux supprimer et je peux ajouter, pas de problème. Est-ce que c'est clair? Très bien, monsieur. Voilà. Alors maintenant, il reste juste un petit détail. Donc rappelez-vous, donc dans l'authentification, on va revenir à l'authentification parce que là, on est en train d'utiliser quel type d'authentification? Stateful ou bien stateless? Stateful. Stateful. Voilà. Donc c'est avec les sessions. On va regarder. Et là, maintenant, on va regarder ce qui se passe dans notre histoire. Vous voyez ici, dans le network, au moment de l'authentification, je fais par exemple user 1, 2, 3, 4. Je suis authentifié. Vous voyez, donc ce que j'appelle /login de Spring Security. OK.
il me redirige vers /index. Mais login, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il m'a authentifié, mais vous allez voir ici 7 cookies. Vous voyez? Il y a le numéro de la session, elle est là. Alors, si vous rappelez, c'est-à-dire, parce que ça, si vous rappelez, dans les systèmes d'authentification, nous avons ça. Dans l'authentification stateful, nous avons ça. L'utilisateur va saisir son username, son mot de passe. Spring Security va chercher l'utilisateur dans la base de données. Il compare le mot de passe. Si le mot de passe est bon, il crée la session. Et cette session a un session ID. Dans la session, il va placer les informations sur l'utilisateur. Et puis, il va retourner le session ID sous forme d'un cookie. 7 cookies. Et le browser va stocker les cookies côté navigateur. Alors, vous voyez donc ici, vous avez 7 cookies. Voilà, le cookie s'appelle JSessionID. Et voilà le numéro de la session, le ID de votre session. Ici, vous voyez HTTP only, si vous vous rappelez, ça veut dire que donc si vous vous rappelez HTTP only, c'est-à-dire c'est un cookie qui ne peut pas être lu avec du JavaScript. Oui. Là, HTTP only. Donc j'en ai parlé la dernière fois, donc il faut revenir sur ce petit détail. Ici, il n'y a pas de secure, c'est-à-dire on utilise HTTP et pas HTTPS. Et voilà, donc on avait parlé également d'un certain nombre de choses comme ça. Donc si vous voulez voir les cookies, où est-ce qu'ils sont stockés dans les cookies? Dans Application, si vous regardez les cookies ici, les cookies voilà notre page, notre adresse. Je vois bien le cookie, il est stocké là. Donc ce qui fait que une fois que je suis authentifié, regardez, si j'appelle, à chaque fois que j'appelle, par exemple, je veux appeler la liste des produits, oui, network, je fais actualiser. Alors quand j'envoie une requête, par exemple /index, ben, automatiquement je demande index, mais vous voyez ici, vous allez trouver un header cookie égal. Alors cookie égal, elle est là. Alors c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous envoyez les requêtes, vous envoyez le cookie JSessionID égale valeur. Alors c'est bien ce que j'ai ici. Donc à chaque fois que vous envoyez une requête, vous envoyez le session ID sous forme d'un cookie. Et qu'est-ce qu'il fait Spring Security? Il va regarder votre session ID dans les cookies. Il va chercher si la session est ouverte. Et à partir de la session, il peut savoir qui vous êtes. Il peut savoir si vous avez le droit d'effectuer cette opération ou pas. Alors ici donc j'ai le droit d'effectuer cette opération. Si je fais delete /admin/delete, je n'ai pas le droit. Vous voyez ici 403. Et là vous avez ici, si vous n'avez pas le droit, c'est 403. Alors c'est très important de faire le lien entre les concepts de base que nous avons fait la dernière fois avec l'implémentation. Parce que le plus important c'est ça. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. Alors maintenant avec l'implémentation, vous voyez Spring Security facilite le travail. Mais si vous ne faites pas attention à ces petits détails, donc vous aurez du mal à comprendre des choses. Donc ça c'est d'un côté. D'autre côté, alors nous avons dit que quand vous utilisez les cookies, vous êtes confronté à une attaque CSRF, Cross-Site Request Forgery. Alors rappelez-vous qu'est-ce qui se passe, c'est que vous êtes authentifié, la session est créée côté serveur, le numéro de session il est enregistré dans les cookies de votre machine. Vous voyez ici. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous envoie un email, une personne mal intentionnée vous envoie un email, il vous dit cliquez sur ce lien pour découvrir quelque chose. Et bien tout simplement, si vous cliquez sur ce lien là, et bien vous allez envoyer la requête vers votre serveur pour demander de supprimer des données ou des choses comme ça sans que vous le sachiez. Donc vous êtes en cliquant sur ce lien, vous envoyez la requête. Et quand vous envoyez la requête, automatiquement le navigateur envoie les cookies. Et s'il envoie les cookies, et bien tout simplement vous avez ce problème là. C'est-à-dire vous envoyez le session ID,
qu'est-ce qu'il fait Spring Security? La session elle est ouverte. Est-ce que vous avez le droit de supprimer? Oui, vous avez le droit. Et vous avez supprimé. Donc vous voyez, donc en cliquant sur ce lien, j'ai moi exploité une faille de sécurité qui s'appelle CSRF, Cross Site Request Forgery. Je l'ai exploité pour vous utiliser vous-même. En cliquant sur ce lien, je vous ai utilisé pour effectuer une opération dans une application là où vous êtes authentifié légalement sans que vous le sachiez. Bon, c'est ça l'attaque CSRF. Alors, dès qu'on utilise les cookies, il y a cette faille de sécurité qu'il faut connaître. Donc, j'en ai parlé la dernière fois. Alors maintenant, ici, Spring, la solution, c'est que, en fait, la solution, c'est utiliser le CSRF Synchronizer Token. Normalement, à chaque fois que vous demandez une page, et bien, le serveur, il génère un token, le CSRF Token, il le place dans la session, le CSRF Token. Et puis, à chaque fois que l'utilisateur demande un formulaire, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il envoie le formulaire avec les champs, mais il envoie un champ caché dans lequel il va placer ce token-là qu'il a placé dans la session. Donc, vous voyez, donc à chaque fois, il va vous ajouter dans vos formulaires un champ hidden, caché, dans lequel il met ce token. Et comme ça, si vous envoyez la requête, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le serveur, il va récupérer ce CSRF token et il va vérifier dans la session si ce token-là que vous envoyez, c'est le même qui se trouve dans le serveur. Si c'est le même, ben, il laisse passer. Sinon, si c'est pas le même, il va refuser la requête. Il va refuser la requête tout simplement. Parce qu'il va considérer que la requête provient d'un lien externe dangereux. Donc avec ces techniques-là, on est sûr que toutes les requêtes qu'on envoie, c'est des requêtes qui proviennent des pages qui sont fournies par le serveur. Donc c'est moi qui vous a donné un formulaire qui vous a permis de saisir des données. Et quand vous m'envoyez les données, je suis sûr que cette requête provient d'un formulaire que je vous ai donné il y a quelques minutes. Bien quelques secondes. Ça dépend de quoi. Donc, j'avais parlé de ça la dernière fois. Alors, Spring Security utilise par défaut cette protection. On va la voir. Alors, si vous regardez par exemple ici, donc si vous êtes, je suis par exemple authentifié en tant qu'admin. 1, 2, 3, 4. Regardez quand vous voulez saisir des données. Hop, ici. Ça, c'est le formulaire. Alors, si vous regardez le code source de ce formulaire-là, affichez le code source. Alors, regardez le formulaire côté navigateur. Vous voyez, c'est un post. J'ai action. Regardez, vous avez un champ input hidden égale CSRF. Et c'est quoi le token? Vous voyez, c'est le token ici. Donc ce token-là, il est caché dans votre formulaire. Il l'a placé dans la session. Et donc quand vous regardez votre formulaire, vous voyez que ça. Mais quand vous allez envoyer la requête, vous allez envoyer les données que vous avez saisies plus ce token. Et c'est avec ce token-là que Spring sait que votre requête est légale. Ce n'est pas une attaque CSRF. Est-ce que c'est clair? Voilà. Oui, c'est clair, monsieur. Je vois des pouces comme ça. Parfait. Donc, c'est très important dans votre démonstration de regarder ça. Alors maintenant, par défaut, on va la désactiver. Regardez. On va désactiver cette protection. Pour la désactiver, on va utiliser CSRF. Vous voyez? CSRF. Disable. Alors maintenant, on a désactivé la protection CSRF. Quand est-ce qu'on va faire ça? Quand on va utiliser l'authentification stateless. Parce que quand on utilise l'authentification stateless, il faut désactiver la protection CSRF. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas besoin. Parce que dans l'authentification stateless, on n'utilise pas les cookies. On utilise un local storage ou autre chose. Donc, supposons que vous la désactivez. Alors, votre application, il va fonctionner.
Mais il faut faire attention, c'est que vous avez une faille de sécurité de type cross-site request forgery. Alors maintenant, si vous regardez on fait l'authentification ici, admin 1, 2, 3, 4. Alors si vous regardez déjà le formulaire, vous n'allez pas trouver ce champ caché. Maintenant, vous voyez, votre formulaire, il est là. Ce champ caché n'est pas généré maintenant parce que vous l'avez désactivé. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, regardez, je vais faire quelque chose. Je vais, supposons, je connais le lien pour supprimer, copier. Copier ce lien. Ok? J'ai le lien. Alors, vous êtes authentifié. Regardez bien. Admin 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Vous êtes authentifié. Votre session, elle est ouverte. Supposons que quelqu'un vous a envoyé un mail. Et vous cliquez sur ce mail. Et en cliquant sur ce mail, vous avez un lien qui va vous demander de faire ça. Ce lien, c'est-à-dire en cliquant sur le lien, vous allez envoyer en requête pour demander de supprimer ces données. Entrez. Et qu'est-ce que vous venez de faire? Est-ce que vous voyez? Eh bien, j'ai supprimé. Donc, en cliquant sur ce lien, vous venez de supprimer des données sans le savoir. Bon, ici, quand vous cliquez sur ce lien, il vous redirige vers la page. Après, vous allez dire, tiens, qu'est-ce que je viens de faire? Bon, ça, c'est le... Ça, maintenant, nous avons une application avec une faille CSRF. Je ne sais pas si vous avez compris. Non? Oui, monsieur, on a compris. Voilà. Donc, vous voyez bien. Donc, la session, elle est ouverte. En cliquant sur un lien, je vais demander de supprimer un produit. Alors, au lieu de supprimer un produit, donc, vous voyez, vous imaginez, je vais demander de transférer de l'argent ou là, des choses comme ça. En cliquant sur ce lien, vous utilisez... Parce que si je fais ça, regardez, je suis dans une autre page. Si je fais ça, je supprime la donnée. Et si je vois les outils de développement, ici, alors je vais reprendre l'opération. Alors, il me reste le numéro combien qui reste? 3. Alors, je vais mettre 3 ici. J'affiche les outils de développement. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en cliquant sur ce lien, vous demandez de supprimer. Mais regardez, on demande de supprimer, vous avez envoyé les cookies, le cookie. Donc, vous utilisez votre session qui est déjà ouverte pour demander de supprimer des données sans le savoir. Donc, c'est pour cela que si vous voulez protéger votre application contre l'attaque CSRF, il faut ajouter ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut l'activer avec la configuration par défaut. Et la configuration par défaut, c'est Customizer Default. Si vous mettez rien, par défaut, il utilise la protection par défaut. Alors, je pense que c'est le dernier point que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir un résumé ou bien en fait une révision. Alors maintenant, si vous activez les protections CSRF, je fais logout. Je fais admin 1, 2, 3, 4. Alors déjà bon, alors sur delete, le problème on règle pas pour delete. Même si on a activé les protections, ça va pas régler le problème. Pourquoi? Parce que l'opération delete, c'est une opération de type get. Vous voyez, donc j'ai supprimé. Bon, donc c'est pour cela, et ça c'est un point important, c'est que les requêtes de type
delete. Par exemple, là, save, on utilise post, pas de problème. Mais pour delete, il ne faut jamais utiliser get. Ça, c'est l'une des mauvaises, c'est-à-dire des failles de sécurité. Pour supprimer, On peut utiliser delete. voilà, il faut utiliser une requête de type delete mapping. Généralement, on fait delete mapping. Mais si vous utilisez delete mapping, mon lien ne va plus fonctionner ici. Vous voyez? Donc pourquoi? Parce que ça c'est un lien. Donc il va falloir faire un formulaire ici. Au lieu de faire un delete. Et il va falloir ici que je fasse un formulaire. Ok, qui utilise la méthode. C'est delete. Méthode c'est delete. Bon, ici, je peux utiliser bon, delete. Je peux faire ça autrement. Alors ici, donc j'utilise ici un bouton submit. J'appelle delete. Ici, donc je fais de type submit. Et je fais classe btn danger. Oui. Alors, mais je dois envoyer le ID ici. Donc ici th action égale à quoi? Égale c'est /admin /delete et je fais ici id égale cette valeur là. Alors maintenant, j'ai supprimé le lien. Donc je suis passé d'un lien qui utilise get vers un lien qui utilise delete. Mais comme c'est un formulaire, eh ben, il ajoute le CSRF token. Parce que les CSRF tokens, il les insère uniquement dans les formulaires. Donc ça veut dire que je vais protéger cette action contre les attaques CSRF. Alors on va regarder. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ici, admin, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, donc là, ça c'est le, si je fais delete. Alors déjà 405, ça ne tient pas, parce que not load, parce que ici, ça c'est encore le problème ici de HTML, c'est que ça, on ne peut pas mettre delete ici. Je peux faire soit get, soit post. Alors, donc ici, comme j'utilise post ici, je dois changer dans mon contrôleur ici, au lieu d'utiliser delete mapping, je vais utiliser post mapping. Mais quand on va utiliser des requêtes JavaScript, on peut envoyer des requêtes avec delete. Mais ça aussi ça marche. C'est-à-dire même si c'est un delete, vous utilisez un post mapping. C'est juste pour adapter mon action à ce code-là ici. Monsieur, c'est quoi la peine d'ajouter une autre annotation pré-authorize? Alors ça, je vais en parler tout à l'heure. Okay. Ouais. Alors ici, on va regarder d'abord ça. Alors ici, admin, 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'est post. Ça marche. Alors ici, donc, j'ai protégé le... C'est-à-dire, j'ai protégé c'est-à-dire, en fait, j'ai maintenant ça. Mais ce qui est bien, c'est que si je prends ce lien, alors ici donc, supposons maintenant je suis dans une autre fenêtre et je fais un truc supprimé. Ici delete. Alors, localhost 8094 /admin /delete par exemple 1. Ça va pas marcher parce que d'abord la méthode n'est pas autorisée. Alors même si j'envoie une requête avec delete, avec du JavaScript, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici le code source,
vous allez trouver que le lien, ici, delete, vous voyez delete, regardez, dans le formulaire, vous avez un champ caché qui contient ce token. C'est-à-dire, même si vous cliquez sur un lien pour, si vous envoyez une autre requête de l'extérieur pour demander de faire un delete, ça va pas marcher. Donc, vous voyez, donc, ça c'est également important pour tout ce qui est les liens de update, d'accord, de delete et save, c'est des opérations dangereuses qui consistent à changer l'état de votre application, c'est-à-dire à modifier des données. Alors, comme ces opérations sont dangereuses, il ne faut jamais utiliser get. Alors, ça, c'est des erreurs parfois qui sont... Vous voyez ici, donc là, c'est bon. C'est-à-dire, j'utilise post parce que j'aurais pu utiliser delete, sauf que si je vais utiliser la méthode delete, je ne dois pas passer par le formulaire, je dois passer par du JavaScript. Mais avec post, vous êtes protégé, vraiment. Parce qu'en fait, delete et post, c'est la même chose, c'est juste le nom de l'opération qui diffère, mais parce que les données de la requête sont envoyées plutôt les données de la requête sont envoyées dans le corps de la requête HTTP. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, il y a deux choses quand même que je vais ajouter. Donc la première d'abord, comment créer un formulaire personnalisé, ça. Parce que ça, c'est le formulaire qui est fourni par Spring Security. Vous voulez créer votre propre formulaire. Et le dernier point, c'est, rappelez-moi, c'est la question de votre collègue. À quoi servent les annotations pre-authorized? Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, d'abord, si vous voulez utiliser votre propre formulaire d'authentification, il faut ajouter ici, voilà, form login. Au lieu de customizer with default, vous utilisez form login fl.login page, et dans login page vous utilisez // login, voilà. Mais ce /login là, vous voyez, il faut la créer ici d'abord. Donc c'est-à-dire vous allez encore faire quelque chose comme /login. Il va vous ramener vers une page qui s'appelle login.html. Login.html. Et là, c'est login. Et il faut créer login.html. CTRL-C, CTRL-V. Login.html. Et maintenant, dans votre ici formulaire, vous créez un div. Alors, vous créez un div classe si padding par exemple 3. Encore, si vous voulez la centrer, un formulaire que vous voulez centrer, vous utilisez div classe égale row, div classe égale colonne call md6. On va prendre juste la moitié de l'écran. Call md6. En fait, avec Bootstrap, il divise une page en 12 colonnes. Si vous utilisez md6, c'est-à-dire ça va prendre que en fait 6 colonnes, c'est-à-dire la moitié de l'écran. Et si vous voulez plutôt, bon, je le laisse comme ça et après, bon, je crée mon formulaire. Form. Donc la méthode, ça doit être post. th action, ça doit être login. Et ici, vous créez votre formulaire div classe. Alors classe, c'est mb3 par exemple. Et vous faites un label. Ça, c'est username. Classe form control, form label. Et après, vous mettez input typical text. Donc ça, name, il faut l'appeler username, comme ça. Parce que c'est Spring Security qui vous exige ça. Classe form control. Et vous faites un autre champ pour le mot de passe.
si vous l'appelez password, ici, password, ça c'est un password, type password. Voilà, et puis vous faites un bouton login, classe btn primary. Alors ça c'est normalement c'est le formulaire d'authentification. On va tester. Alors si vous tentez d'accéder à l'application, ça ne devrait pas marcher. Il va vous dire hop, il n'a pas le droit. Alors il n'a pas le droit. Pourquoi? Tout simplement parce que ce login là il faut l'autoriser. C'est-à-dire quoi? Il faut encore aller vers sécurité, vous dites login, mais vous lui dites .permit all. Voilà. Parce que sinon, par défaut, vous avez dit ici, nécessite une authentification. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas authentifié, il a quand même le droit d'accéder à login. Oui. Alors là, ça marche. Mais vous allez voir, c'est pas joli. Alors pourquoi c'est pas joli? Parce que vous n'êtes pas authentifié, d'accord? Et vous n'êtes pas authentifié, vous utilisez Bootstrap. Et le problème, Bootstrap lui-même, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Parce que Bootstrap, il se trouve où? Il se trouve dans WebJars. Donc il faut ici ajouter encore tout ce qui est /webjars /étoile permit all. C'est-à-dire, même si je ne suis pas authentifié, j'ai le droit d'accéder au Bootstrap. Parce que Bootstrap, c'est permit all. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir ce problème-là. Vous voyez donc ici, ça c'est parce que Bootstrap, si vous regardez là, dans les outils de développement, ben, il va vous dire 403 quelque part, c'est-à-dire Bootstrap, c'est-à-dire ici il y a des fichiers qui n'ont pas le droit de, alors ça il les a trouvés dans là ici, donc je vois pas, mais en tout cas je pense que c'est déjà changé ici. Alors en tout cas je redémarre. Donc c'est également un point important. Vous voyez, donc ça c'est notre formulaire d'authentification. Ok, ça. Login. Alors user 1, 2, 3, 4. Alors je suis authentifié. Donc maintenant je fais logout. Alors logout, maintenant il est activé, il est désactivé. Alors ici logout. Alors logout. Alors logout, maintenant il faut faire quelque chose. Il faut appeler logout et logout. Parce que maintenant, quand vous activez l'autre, vous désactivez le. Alors maintenant pour faire logout, il faut faire ici encore une action logout. Logout. Alors quand vous faites logout, il faut fermer la session. Il faut injecter http session et vous utilisez session.invalidate. Alors vous voyez donc quand l'utilisateur clique sur logout, vous supprimez la session. Vous détruisez la session et on va rediriger vers login. Et comme ça, on aura quelque chose qui marche bien. C'est-à-dire ici, quand vous faites, alors ici, quand vous faites le logout, vous voyez, actualiser. Donc, bon, on est déjà logout. Alors, si je fais user 1, 2, 3, 4, user 1, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je suis authentifié en tant que user 1. Si je fais logout, vous voyez donc je reviens vers login.
Alors, maintenant, je ne suis pas authentifié, vous voyez ici. Donc, si je fais logout, je dois voir ici un anonymous user. Parce que ici, donc, dans la page d'authentification, plutôt dans la page template, je demande d'afficher l'utilisateur authentifié. Or, je ne suis pas encore authentifié. Donc, c'est-à-dire, logiquement, ici, par exemple, ici, ça, c'est, par exemple, product, ici. Product, par exemple, s'il y a là, il faut pas le, par exemple, product, je dois le désactiver, par exemple. Ou tout simplement, vous dites la page d'authentification, je vais pas mettre la page template. C'est-à-dire la page login, vous dites, je vais pas la décorer. Je vais pas utiliser la page template. Comme ça, vous allez avoir une page d'authentification. Parce que encore, j'ai supprimé la page template, donc j'ai supprimé Bootstrap. Donc, je vais garder. Sinon, vous utilisez ici. Alors, ici, dans la page template, vous ajoutez link. Rel, style sheet. Le type, c'est CSS. href. Il faut mettre href égale slash webjars slash bootstrap css bootstrap.min.css. Donc ici, donc vous voyez, ça c'est la page d'authentification. Bon, généralement, il n'utilise pas la page template. Bon, si je fais ça, je vais avoir le formulaire comme ça. Et si vous voulez le centrer maintenant, vous lui faites quelque chose comme ça. Formulaire. Ici, vous utilisez call offset. Offset 3. Je vais décaler de 3 colonnes. Voilà, donc votre formulaire, elle est là. Alors maintenant, je vais lui ajouter juste un div comme ça. Bon, ça c'est une colonne. Bon. On peut faire quelque chose comme ça. Div classe égale carte. À l'intérieur de laquelle je vais utiliser classe card header, c'est authentication. Ça c'est le titre, authentication. Et après je crée div classe égale card body. Et à l'intérieur de body, vous mettez ce formulaire. CTRL X. Et vous le mettez ici. Alors ça c'est juste Bootstrap, hein, je fais rien de plus, juste pour avoir quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, donc ça c'est le formulaire avec ici header, je vois ici. Min 1, 2, 3, 4. Voilà. Je suis authentifié et je peux faire logout directement ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on a créé le formulaire, on a personnalisé un peu les choses. Notre application commence vraiment à être professionnelle, c'est-à-dire en termes de sécurité. Après, la dernière question qu'a posée votre collègue tout à l'heure, c'est que normalement pour protéger les ressources, il y a deux façons de faire. La première, c'est d'utiliser ça. Par exemple, ici, je peux laisser ça. Je fais commentaire. Ça, je le fais commentaire. OK? C'est-à-dire, vous pouvez protéger en utilisant ici Authorize Request. La deuxième technique, c'est d'utiliser Pre-Authorized. Si vous ajoutez une annotation, Enable Global Method Security. Pre-Post Enabled égale à true.
D'abord, vous activez les annotations. Et maintenant, pour protéger les ressources, vous allez ici, directement, vous dites, par exemple, ça doit être un user. Donc ici, vous utilisez pre-authorized. Et là, vous utilisez has role. Directement ici, user. On has any authority, monsieur. Là, ici, on a utilisé les rôles, on n'a pas utilisé les autorités. Ah oui. Parce que ça dépend de ce que vous avez. Parce que ici, vous avez utilisé rôle. Ah Si oui, on a d'accord. utilisé authorities, on va utiliser has authority. Mais ça, je vais en parler une autre fois sur les autorités. Mais en tout cas, ici, c'est rôle. Donc, has role user. Alors ça, ici, je vais dire ça, c'est has role, peu importe. Ici, c'est une redirection. Has role admin. Ça, c'est has role admin. Et ça, c'est has role admin. Voilà. Vous voyez donc ici, il y a deux façons pour protéger les ressources contre. Il y a deux façons avec Spring Security. Soit utiliser directement, soit vous utilisez Authorize HTTP Request. Ça c'est plus simple. Ça peut permettre de l'appliquer à beaucoup en fonction d'utiliser les requêtes. La deuxième solution, c'est d'utiliser ici les annotations. Et les annotations, c'est comme ça. Vous allez vers la méthode que vous voulez protéger. Vous dites cette méthode-là nécessite d'être authentifiée avec le rôle admin, avec le rôle user, etc. Ou là, authenticated, ou là, des choses comme ça. Parce qu'en fait, ici, il y a has role. Et normalement, ça devrait marcher de la même manière. Ici, admin. Ben, je fais user 1. 1, 2, 3, 4. User 1. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, je suis user 1, donc normalement, je ne peux pas supprimer. Je vais tenter de supprimer admin, delete. Vous voyez donc ici. Déjà, bon, ça tient pas parce que maintenant, on peut pas supprimer avec une méthode avec delete. Ça, c'est pas faisable. Mais par contre, si vous demandez le formulaire, user 1, alors si vous demandez, par exemple, vous demandez le formulaire avec /admin /new product. New product, c'est un get. Vous voyez, là, on n'a pas le droit. Donc, c'est-à-dire que, en fait, pour faire new product, quand vous appelez new product, ça nécessite d'être authentifié avec le rôle admin. Donc, je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel concernant la sécurité avec Spring Security. Est-ce que c'est clair? Les annotations pour les sécurités Oui. Ne rentrent pas en contradiction avec la classe configuration. Non. C'est-à-dire, Vous pouvez utiliser les deux. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple utiliser ça et les annotations. d'accord. Donc, c'est-à-dire, vous protégez des ressources avec des URL comme ça, et d'autres, vous ajoutez les annotations. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction. Sauf que si vous utilisez les annotations, généralement, ça vous évite de configurer comme ça. Mais généralement, si vous pouvez configurer votre sécurité comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est quoi l'avantage d'utiliser donc Authorize HTTP Request? C'est que vous avez une configuration, c'est-à-dire une classe de configuration dans laquelle vous configurez la sécurité. Mais avec les annotations, si vous voulez changer la sécurité, il faut rentrer dans le code. À chaque fois, il faut changer. Ça, c'est l'inconvénient des annotations. C'est clair?
Oui, oui, c'est clair, monsieur. Merci. Voilà. Alors, mais ce qui vient ici, vous avez quelque chose, ce qu'on appelle les expressions régulières. Vous dites toutes les requêtes donc, qui contiennent slash, user, slash, etc. Je fais ça. Et comme ça, je peux cibler des centaines d'URL rien qu'en utilisant des expressions régulières comme ça. C'est plus simple. Par contre, monsieur, pour les mots de passe, pour la gestion des mots de passe, Oui. on peut créer des classes avec les authentifications. Alors maintenant, ça c'est justement l'étape suivante. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Alors je rappelle juste que ici nous avons utilisé in-memory authentication. Ok, ça. Jusqu'à présent, vous avez ces in-memory user details manager. Ça. Mais après, on va pas utiliser ça, mais on va créer une méthode qui permet de retourner un objet user details manager. Ok, un bin de type ici user details manager, user details service. Et si vous faites ça, bin, et bien on va retourner return new user details service. C'est une interface. Oui. Il va vous obliger à redéfinir, regardez, mais ça je ne vais pas le faire maintenant. Regardez. Il va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle load user by username. Alors maintenant, si vous utilisez ça au lieu de ça, je désactive ça. Si vous utilisez user detail service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dire à Spring Security, quand il y a un utilisateur qui va saisir son username et ce mot de passe, va faire appel à cette méthode qui s'appelle load user by username. Donc, vous voyez donc, load user by username. Il va recevoir username saisi par l'utilisateur. Et moi, c'est ici que je vais utiliser ma propre couche service. Donc, c'est à moi de me connecter à la base de données. Je vais utiliser un repository qui va vers la base de données, de retourner les informations sur l'utilisateur qui se trouve dans la base de données. Et ça, c'est-à-dire maintenant c'est à nous de créer la classe user, de créer les classes role, de gérer, c'est-à-dire la logique de la gestion des utilisateurs. Mais ça, c'est une partie qu'on va faire dans la deuxième partie, c'est-à-dire quand on va sécuriser l'application avec JSON Web Token. Donc, j'aurai l'occasion de travailler avec vous cette partie-là. Donc, au lieu d'utiliser in-memory authentication, la prochaine fois dans l'exemple d'application, on va utiliser user details manager. Normalement, c'est comme ça qu'on fait généralement. Pourquoi? Parce que maintenant, avec ça, dans votre application, c'est à vous de créer les utilisateurs, de créer les rôles. Tout se passe au niveau de la base de données. Est-ce que c'est clair? Oui, C'est bien. Voilà, alors ici donc je vais la mettre en commentaire. Ici je ne le fais pas. Normalement ici à compléter. Et pour le moment, je garde in memory, c'est-à-dire nous avons quelque chose de simple, de constant ici. Voilà, alors ça c'est une démo complète. Alors à mon avis, bon ça c'est quasiment une révision globale sur la première partie J2E. Si vous faites ça, à mon avis, bon déjà cette activité, ça c'est l'activité principale à faire. Parce que si vous faites ça, si vous avez compris le principe, c'est que vous avez déjà compris la logique de Spring, la logique de la sécurité, pas mal de choses. Donc c'était l'essentiel. Vous pouvez même vous dire 80% de l'essentiel, il est là. Après, ce qui reste, c'est les autres techniques. Les autres techniques, d'autres concepts avec Angular, comment on va faire, les web services. Ici, donc, ça c'est un rendu HTML côté serveur, mais après, on va voir pour le cas d'un rendu HTML côté client, comment on va essayer donc de protéger les web services, comment... Bon, ça c'est quelque chose qu'on va faire après. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là, donc je pense que voilà,
On a rattrapé la science perdue. Je voulais vraiment faire la science avant les vacances parce que je sais que pendant les vacances, vous avez un peu de temps pour travailler ça. Et si vous, donc, c'est ce que je vous demande. Donc, sur le Classroom, vous allez trouver l'activité pratique concernant cette partie-là. Et vous allez essayer de la travailler tranquillement chez vous. Et ça vous permet donc de, la prochaine fois, s'il y a des questions, s'il y a des petits problèmes, n'hésitez pas de les poser. Voilà. Voilà. Bonne journée et bonne soirée. Ça va, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.